puissance m'envahir. Très bien, chers amis, bonjour. Il y a ceux qui nous rejoindront en cours de route ou peut-être tout à l'heure, peu importe. Alors notre table ronde ce matin, c'est une table ronde. Vous savez qu'il y en a deux des tables rondes du matin. Aujourd'hui, on va s'interroger sur ce qui ne va pas et ce qui va dans le sport, les Jeux Olympiques aujourd'hui. Et puis demain, on fera à quoi ressemblera le sport de demain. Ça sera la table ronde de dimanche. Donc aujourd'hui, on est sur le bilan, on est sur l'observation du sport et de l'observation scientifique, bien évidemment, et de se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans le sport. Alors pour parler de tout ça, j'ai déjà Pascal Blanchard. Merci Pascal d'être venu. Alors Pascal, vous avez, pour reprendre une formule de Daniel Herrero, vous avez une actualité turgescente, parce que c'est un adjectif qu'il emploie à peu près pour tout. Donc effectivement, vous êtes historien, bien entendu. Vous avez notamment, entre autres, parce que vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, vous avez notamment co-dirigé avec Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, qui est ici présente, une histoire mondiale de l'olympisme. Vous co-dirigez depuis 2019 avec Nicolas Bancel toujours le programme Histoire, Sport et Citoyenneté autour de l'histoire des Jeux Olympiques. Je tourne ma page parce que ça continue. Vous êtes co-commissaire au Musée national d'histoire de l'immigration d'une expo sur les Jeux Olympiques qui démarre en avril 2024. Et cette expo s'appelle Olympisme, une histoire du monde. Tout à fait. Et vous avez co-signé, c'est votre actualité la plus récente, vous avez co-signé avec Alain Mabankou et Abdourahmane Waberi, deux grands écrivains, un dictionnaire, une sorte de dictionnaire qui s'appelle Notre France noire de A à Z et qui est sorti le 18 octobre. Merci. Alors, Jérôme Papin, vous avez un profil très différent. Vous avez été le directeur d'Eurosport France. Vous avez également été le directeur des contenus de l'Olympique lyonnais, l'OL. Et puis, vous êtes aujourd'hui le président d'une agence en communication, d'un conseil en communication qui s'appelle 3E, 3C. Alors, je continue. Sandrine Lemaire, vous avez beaucoup travaillé avec Pascal Blanchard, bien sûr, vous continuez. C'est votre stagiaire, vous êtes historienne et puis pour résumer les choses, spécialiste de la colonisation et des Jeux Olympiques, évidemment, c'est ça qui nous importe beaucoup. Et puis Silver Henri Cissé, vous êtes journaliste. Alors vous avez été le président d'une association très intéressante qui s'appelle Sport et Démocratie, on en parlera, que vous avez interrompu en 2020. Vous êtes le fondateur de Cissé Conseil, agence de conseil en communication stratégique, et vous êtes le producteur de nombreux contenus dans le domaine du sport. Et puis alors peut-être que nous serons rejoints en cours de route par un autre historien qui a tout à coup dit qu'il viendrait bien. Ça nous fait très plaisir, qui est Nicolas Bancel, autre historien de l'olympisme, qui vient de Lausanne et qui pourrait venir. Voilà, qui pourrait venir. C'est ça qui compte. C'est ça. Alors, vous avez des micros. Est-ce que vous voulez ils sont près de vous. Vous avez ce qu'il faut si vous voulez parler. Moi, je vais vous poser une première question. Peut-être je vais me tourner vers vous, Pascal. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces Jeux Olympiques en préparation de 2024? Est-ce qu'on peut dire que, on va être un peu polémique tout de suite, est-ce qu'on peut dire que l'olympisme a été dévoyé? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans cette préparation? Qu'est-ce qui vous gêne dans ces Jeux Olympiques à venir? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Mais s'ils étaient dévoyés, ça veut dire qu'à la base, ils auraient été purs. Éventuellement. Et ça n'a jamais été le cas. Il y a un décalage qui est fondamental entre le message énoncé, théorique, universel, posé, que seraient les Jeux. Mais ça, c'est l'option posée. C'est la manière dont la communication s'en empare, c'est la manière dont on perçoit les Jeux. Mais dans la réalité, les Jeux ont toujours été dans un autre registre que l'idéal qu'on annonçait. Les premiers Jeux de Coubertin en 1996, c'est pas les valeurs universelles avec une présence des femmes dans ces Jeux, il n'y en a aucune, une vision d'un monde ouvert aux Jeux, il n'y a que les nations occidentales, ou une dynamique qui d'un seul coup permettrait à tous de participer, puisque c'est une vision d'un sport aristocratique et seuls les aristocrates peuvent venir concourir. Au départ, seuls les aristocrates pratiquaient le sport. Non, c'est pas seul, mais grosso modo, c'est pas des Jeux Olympiques pour le peuple. D'accord. Et en même temps, c'est une vision qui est très particulière. On doit considérer que faire du sport ne peut être qu'une activité qui soit non rémunérative. C'est-à-dire que les professionnels n'y sont pas non plus invités. Donc si vous êtes pauvre et que vous avez besoin de gagner votre vie avec le sport, vous n'êtes pas convié aux Jeux Olympiques. Donc vous voyez bien que l'idéal, dès le départ, fait débat.
Il fait débat parce que, par définition, le modèle qui est posé, il est déjà posé avec une certaine vision de ce que doit être ou de ce qu'est le sport dans une certaine société, dans un certain environnement. En fin de compte, quand vous égrenez toute l'histoire des Jeux, c'est comme si vous me demandiez est-ce qu'à votre avis, les Jeux de 36 étaient en phase avec les grandes valeurs universelles de l'olympisme. Allez demander ça à ceux qui étaient à Berlin. Vous verrez qu'il y a un petit décalage. Et donc, on pourrait remonter jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans une période charnière, en fait. Les Jeux à la papa, tels qu'on les a connus, ne seront plus possibles dans 10-15 ans. Et on a déjà vu cette mutation arriver avec 2024. On l'a vu aussi, et ce sera le cas avec les Jeux de 2028, et on l'a vu de la manière dont ont été attribués d'une manière immédiate, sans compétition, les Jeux de 2032. C'est fini des villes qui, en contrario avec leur opinion publique, vont choisir d'organiser des Jeux. Ce ne sera plus possible. Parce que l'impact écologique, l'impact financier, on en parlait à l'instant, l'impact de circulation, la manière dont ça coûte en termes d'argent, le modèle même économique des Jeux Olympiques va être de plus en plus critiqué. Et on le voit déjà. Le modèle écologique est critiqué, même si vous avez une énorme revendication du fait que l'on va essayer, on va tendre vers une qualité écologique de ces Jeux, on voit bien qu'il y a un décalage entre ces immenses méga manifestations et la réalité de l'impact qu'il va y faire, rien que déjà pour y venir. Et puis, un débat se pose sur la notion financière de ces Jeux. Leur coût. Leur coût et la manière dont il est porté en partie entre les coûts réels, puis les coûts qu'on ne voit pas, qui ne sont pas intégrés dans le calcul du CEO ou du COJO, mais qui sont là, qui participent au niveau des infrastructures et autres, et qui sont des coûts d'investissement que fait l'État. Et qui, depuis les Jeux comme par exemple ceux de Athènes ou ceux de Rio, font énormément débat. Et je ne parle même pas des conséquences financières. Rappelez-vous déjà en 1976 à Montréal, il a fallu plus de 35 ans à la ville pour rembourser ces investissements. Toutes ces questions vont être prégnantes, mais avec d'autres, sur la manière même de penser ces méga événements sportifs. Et donc toutes ces questions pour 2024, elles sont là. Elles ne sont pas véritablement différentes des enjeux qui montaient jusqu'alors. La très grande différence, elle est que médiatiquement, maintenant, on en parle. Que si vous préférez, il y a un rapport de force entre une opinion publique qui a de plus en plus la parole, notamment sur la question écologique, notamment sur la question financière, et la capacité qu'avait avant le CIO à faire taire ses critiques. Il y a maintenant une sorte de débat qui monte, même si le CIO reste un État dans l'État. C'est quand même une des structures, un des organismes internationaux peut-être les plus puissants qui puissent exister avec la FIFA, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un petit sujet, c'est-à-dire que ça a la puissance d'un État, le CIO. Le CIO est un lieu aussi de rapport de force politique. On le voit bien, on en parlait à l'instant. Le fait de savoir si les athlètes russes et biélorusses vont être présents, ce n'est pas un petit sujet. La sécurité de certains États et de certains athlètes, ce n'est pas un petit sujet. Mais participer aux Jeux n'est pas un petit sujet pour une nation. Il est des fois beaucoup plus important d'être présent aux Jeux que d'être ailleurs dans certaines instances internationales de débat. Pourquoi ? Parce que les Jeux Olympiques, c'est aussi un endroit où se passent des rapports de pouvoir politique. C'est aussi là que le score de votre nation vous donne une place aussi, une sorte de situation au rapport au monde de qui vous êtes. Et de la manière dont vous... Pourquoi Poutine a attaché tant d'importance à la participation de ses athlètes ? Pourquoi Sochi a été important ? Pourquoi pour les Chinois ? Pourquoi dans le monde arabe aujourd'hui, l'importance d'organiser certaines manifestations, et peut-être un jour les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, ça compte ? Parce que le sport fait partie du rapport de force des nations maintenant, est devenu un élément majeur qui n'est plus simplement de se distraire et de courir, comme l'imaginait Coubertin, mais c'est là que se dialoguent aussi les puissances des nations. Donc il y a une forme on pourrait dire, de décalage entre une utopie généreuse, il y a toujours eu, qui est celle de l'amateurisme, donc d'échapper si possible aux puissances de l'argent, l'utopie d'un moment où on oublie les querelles politiques pour se réconcilier sur le terrain de sport, et la réalité, Jérôme Papin, qu'est-ce que vous pouvez compléter par rapport à ce que vient de dire Pascal brillamment ? La réalité, c'est que effectivement, aujourd'hui, le décalage est réel entre ce que les Jeux Olympiques sont initialement censés véhiculer et ce qu'ils sont devenus. Pour compléter ce que disait Pascal, ce qui est intéressant, si on recentre sur la France, par exemple, actuellement, ce que l'on appelle l'INSEP, c'est-à-dire l'Institut national du sport, qui permet de construire normalement les sportives et sportifs de demain qui pourraient glaner des médailles et autres titres à travers le monde, a été en fait initialement mis en place par le général de Gaulle. Et vous savez pourquoi il l'a fait ? Il l'a fait parce qu'en 1960, à Rome, la France revient avec 0 médaille. Et de Gaulle de dire... Un pays qui souhaite avoir voix au chapitre sur la scène internationale et qui n'est pas capable, dans le domaine sportif, de glaner des médailles,
Ce n'est pas possible. Et donc, la vertu, à ce moment-là, principale de ce que pouvaient être les Jeux Olympiques, à savoir une trêve pendant 15 jours, puisque ça dure 15 jours, de toute guerre ou autre, tout affrontement, on va dire, philosophique et autres politiques, n'existe plus aujourd'hui. La réalité, c'est celle-ci. C'est qu'elle n'existe plus. Et si elle existait, effectivement, des aberrations que moi j'ai vécues, parce que à un moment donné, je suis allé à Pékin en 2008 pour des Jeux d'été. Et il y a eu des Jeux d'hiver à Pékin. Comprenez l'absurdité de l'histoire. C'est un peu comme si on dit, on a fait les Jeux à Albertville, qui étaient des Jeux d'hiver, et qu'on dit, on va faire des Jeux d'été à Albertville. Ça n'a pas de sens. C'est ça l'histoire, c'est que ça n'a plus de sens. Mais ça n'a plus de sens parce que nous n'avons pas souhaité, de manière collective, hein, j'entends, faire évoluer ce principe-là. C'est ça, mon analyse du moment. À l'instant T, elle est là. Et qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques qui sont portés à chaque fois par une ville, c'était peut-être bien quand ça a été généré. Aujourd'hui, il faut que ce soit un pays pour que ça ruisselle partout. Dernier exemple que je veux vous donner. On est en train d'essayer de trouver un endroit, de construire une piscine pour faire les événements de natation. Il n'y a pas besoin d'en construire. Il y en a une à Montpellier, notamment. Il y en a une à Montpellier, c'est une piscine olympique. Et bien non, parce que comme c'est une ville et Paris, et que le principe initial, c'est de dire que tout le monde doit être réuni lors du village olympique, ou entre parenthèses d'ailleurs, les athlètes, en tous les cas, tous ceux qui sont très haut placés ne vont jamais ou rarement, je vous rassure. Ils préfèrent l'hôtel. Oui, voilà, ou après ils s'en vont. Donc, non mais vous voyez, voilà, c'est ça l'absurdité. Je me dis, c'est complètement fou, on est fou. Alors, en même temps, on pourrait dire aussi que les Jeux Olympiques, d'année en année, sont le reflet de l'époque dans laquelle ils sont. À l'époque de Pierre de Coubertin, c'est vrai que la question, par exemple, de la femme ne se posait pas comme elle se pose aujourd'hui. Et est-ce qu'il n'y a pas une évolution positive, même du côté des Jeux Olympiques, puisqu'aujourd'hui, par exemple, il y a des Jeux paralympiques, et puis il y a la présence des femmes. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les Jeux Olympiques sont le reflet d'une société en mutation, plutôt dans une bonne mutation? Sandrine Lemaire, qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, on est dans une mutation, ça c'est évident. Je rappelle qu'au début, lorsque Pierre de Coubertin a réinventé, entre guillemets, les Jeux, c'est-à-dire fait les Jeux modernes pour leur première édition en 1896, et jusque dans les années 20-30, Pierre de Coubertin était tout à fait pour la participation des femmes aux Jeux Olympiques, dans les tribunes pour applaudir. Voilà ce qu'il disait. Donc, et donc c'est assez symptomatique parce que on considérait à l'époque qu'effectivement la femme ne pouvait pas participer à ces compétitions sportives. Et je pense qu'il faut retrouver l'histoire des... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Paris 2024, c'est l'idée de s'acheter une vertu pour ces Jeux olympiques modernes très contemporains, comme on l'a vu à Tokyo 2020-21 ou à Londres auparavant. C'est l'idée d'aller vers le plus de parité possible. C'est-à-dire que l'objectif affiché de Paris 2024, c'est d'être à parité. Autant de sportifs hommes que de sportifs femmes. Mais on est obligé de créer donc du coup des disciplines mixtes pour obtenir cette parité. Alors quand vous dites qu'effectivement c'est le produit du temps, je ne sais pas si on peut qualifier ça de positif, hein, parce que je pense qu'à chaque moment il y a des aspects positifs et négatifs et que les historiens ont du mal à réfléchir avec ces idées de positif et négatif. Mais dès leur rénovation, ces jeux étaient c'est dans l'idée que le sport, c'est faire la guerre autrement. Et quand ils sont rénovés à la fin du 19e siècle, on est déjà dans une pleine montée des tensions. Il y a déjà d'énormes tensions en Europe. La Première Guerre mondiale, elle se préfigure déjà. Et il faut bien voir que la matrice dans laquelle s'est servi en grande partie Pierre de Coubertin, c'est à la fois les jeux antiques, c'est-à-dire les penser comme une trêve olympique, c'est-à-dire combattre, mais pacifiquement, mais également les grandes expositions universelles. Il faut savoir qu'en 1900, 1904, 1908, les Jeux n'étaient pas clairement identifiés en tant que tels, mais étaient dans le cœur d'expositions universelles. Or, qu'est-ce que c'était que ces expositions universelles, si ce n'est exactement ce que les Jeux olympiques leur ont emprunté, à savoir des compétitions pacifiques,
où il fallait montrer les gros bras, c'est-à-dire le pays qui était le plus moderne en termes d'innovation, etc., et où on avait des médailles. On avait des médailles d'or, des médailles d'argent, et très symptomatiquement, on voit bien que les Jeux Olympiques reprennent cette idée, il fallait être donc le meilleur. Et c'est déjà là où on voit qu'effectivement, chaque nation se bagarre et où on est prêt à aller vers des dérives, et qui explique aussi, puisque vous demandiez à Pascal au départ quels étaient les problèmes avec les Jeux Olympiques aujourd'hui, qu'on est passé de l'amateurisme au professionnalisme, et où on a des gens qui sont prêts à subir des modifications de leur corps, qui sont prêts à prendre des produits illicites pour être plus performants et gagner des médailles. Et donc marquer l'histoire, être de véritables héros, parce que les Jeux Olympiques, comme vous le disiez, sont symptomatiques de leur temps, et on a une forme de héroïsation. Alors que si vous regardez les athlètes du tout début des Jeux, avant la Première Guerre mondiale notamment, ils sont très peu connus, même pour la plupart. Ils ne savaient pas qu'ils participaient aux Jeux Olympiques, par exemple, en 1900. On a des disciplines qui ont changé. On a l'arrivée... Papin disait que c'était sur 15 jours, mais auparavant, c'était plusieurs mois, les Jeux Olympiques. Lorsqu'on les fait sur 15 jours, simplement pour que ce soit plus spectaculaire, plus médiatique, on fait intervenir les chronomètres. Et dès lors, il faut faire toujours mieux. Et qu'attend-on des Jeux Olympiques et d'un sportif sur 100 mètres? C'est qu'il batte un record. Donc la notion de record, elle est fondamentale. Et c'est ce qui fait aussi le désamour, je pense, et je laisserai la parole à Sylvain Henry, parce qu'il a certainement beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est ce qui fait aussi le désamour de beaucoup de l'opinion publique envers ces grandes compétitions, à savoir que le dopage, c'est un problème énorme. On peut avoir des podiums qui sont faussés. On a, dans l'histoire des JO, sans être à peu près exhaustif, on a un peu plus de 400 cas de dopage révélés, un peu plus de 100 podiums qui ont été modifiés, et on sait que dans le cas de Marion Jones par exemple, que 7 ans après on peut perdre ses médailles, donc c'est compliqué, ça a moins d'attrait aujourd'hui que ça n'en a sans doute eu dans les années 80-90. Sylvain Henry Cissé, alors quelle est votre réaction par rapport à ça? Vous faites une remarque, puis on est toujours dans le procès, mais après on va essayer d'être un peu dans le positif, mais pour continuer dans le procès pendant quelques secondes, vous faites une remarque assez troublante, vous dites le sport n'est pas démocratique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais non, le sport n'est pas démocratique, c'est-à-dire que pour gagner, il faut imposer une forme de dictature. Et là, je veux en venir au niveau du sportif, parce que là, on parle du public, on parle de l'organisation, mais quand vous êtes dans un vestiaire, alors moi je suis un sportif de haut niveau, à un moment je l'ai été, j'ai joué en 2e division de basket il y a 40 ans de cela. C'était une forme de haut niveau. Mais quand vous êtes dans un vestiaire, vous avez un rapport au chef. C'est-à-dire que la culture du chef, elle est extrêmement importante dans le sport. Et donc, il n'y a pas de démocratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote. Les sportifs ne vont pas décider pour la communauté. Et c'est une décision qui est complètement descendante. Il y a un entraîneur qui décide pour les joueurs. Il y a un capitaine qui donne des ordres quelque part à ses joueurs. Et de manière très schématique, voilà comment ça fonctionne. Mais je veux en revenir à tout ce qu'on a entendu qui est complètement passionnant. J'en reviens à ce que disait Jérôme Papin, qui est complètement vrai. C'est-à-dire que quand la France, en 1960, avec De Gaulle, revient avec 0 médaille, il y a la création de l'INSEP. Parce que cela répond en fait à une règle qui n'était pas déterminée à l'époque. C'est-à-dire que pour emporter un nombre de médailles assez conséquent, il y a 3 paramètres qui sont capitaux et importants. Le premier paramètre, il faut qu'il y ait un indice de développement humain qui soit assez développé. N'oubliez pas qu'en 60, la France, sortie de la Seconde Guerre mondiale, depuis à peu près 15 ans, c'est-à-dire que les Français vivent dans des conditions très très difficiles. Absolument. Deuxième paramètre qui est capital, il faut qu'il y ait une population qui soit importante. C'est-à-dire passer les 100, 110, 120 millions. C'est à partir de ce moment-là qu'on a un bassin de population assez important pour créer des champions. Et ensuite, il faut qu'on ait des champions de haut niveau, il faut qu'on ait un nombre de champions, en tout cas de sportifs de haut niveau assez important. Quand vous décidez d'avoir une culture associative avec le sport à la papa, vous ne pouvez pas remporter de médaille. C'est un choix ensuite de société. Est-ce qu'on décide d'avoir des fédérations et une participation égalitaire, ou comme l'ont décidé les Anglais pour les Jeux Olympiques 2012, c'est-à-dire favoriser certains sports pour avoir des médailles? Et ensuite, je voudrais parler de ce qui fonctionne en prenant un tout petit peu de hauteur. Je trouve qu'il y a eu vachement de progrès et des choses qui se sont passées qui sont vraiment très très bien. Sandrine a parlé des Jeux Olympiques
du début du siècle dernier, notamment 1904-1908, qui sont dans des expositions universelles. Et ces expositions universelles, et on pourra en parler avec Pascal parce qu'il a longuement travaillé là-dessus, ont des os humains. C'est-à-dire qu'on montre les originaires des colonies dans les os humains. Et que fait-on? C'est-à-dire que parallèlement aux os humains, on va utiliser les résultats des Jeux Olympiques qui se déroulent pour les comparer aux performances des colonisés qui sont là, qui ne sont pas du tout entraînés, qui sont surpris, qui sont en état de sidération et qui on demande de courir. Pour montrer quoi? Pour montrer la supériorité de la race blanche. C'est-à-dire que aussi bien l'exposition universelle que les Jeux Olympiques sont pour montrer un modèle de société dominant. C'était pour montrer la supériorité de la race blanche sur la race noire ou toutes les autres races. C'était pour montrer la supériorité de l'Occident sur le reste du monde. Et quand on part de là pour regarder ce que sont les Jeux aujourd'hui, les Jeux, quoi qu'on en dise, c'est quand même l'expression de l'humanisme, de la fraternité, de la convivialité et de la fédération des peuples. Donc je trouve qu'il y a un énorme progrès qui a été réalisé depuis le début des Jeux, 1896-1900, jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut en tenir compte, même si on peut reprocher plein de choses à l'organisation des Jeux, à leur impact, à ce qu'ils représentent, à ce qu'ils véhiculent aujourd'hui. Jérôme Papin, il y a un aspect qui est important, puis on peut en parler aussi avec les autres, c'est la féminisation du sport. C'est quand même c'est vraiment le reflet d'une société qui bouge, il me semble. Oui, c'est société qui bouge, mais doucement quand même. Hein. Là, il faut la bousculer. Mais ceci dit, oui, c'est un point positif, c'est d'avoir pu mettre sur le devant de la scène, et Sandrine parlait de parité, d'égalité. Moi, de 2011 à 2015, sur la chaîne Eurosport France, on a travaillé, j'ai fait travailler énormément pour qu'on diffuse beaucoup de sport féminin. Alors, il y a plein de paramètres qui rendent les choses compliquées. Il va y avoir des problèmes parce que quand vous diffusez du sport, qu'il soit masculin ou féminin, il vous faut des enceintes adaptées, il vous faut des éléments. Bref, moi, honnêtement, je me suis battu contre des vents, contre des marées qui étaient contraires en permanence. Et pourtant, beaucoup me disaient, on va le faire, il faut le faire. Le football féminin, pour prendre cet exemple-là, je vais vous dire, on y est allé sur Eurosport, notamment lors de la Coupe du Monde, lorsque l'équipe de France va réaliser la demi-finale. D'accord ? Alors, c'était, pour moi, je vais vous dire tout de suite, extraordinaire. Je me suis dit, comme les mecs ont fait n'importe quoi en 2010, le fameux bus de Naïsna, qu'ils n'ont pas voulu descendre, etc., tout le monde n'en pouvait plus du foot masculin. Je me suis dit, on va y aller, on va le faire. Bon. Et tout le monde trouvait ça génial. Derrière, j'ai dit, bon, mais on va continuer. Il va y avoir le championnat féminin. Mais là, à ce moment-là, mais la déception, c'est que en fait, les clubs, les infrastructures, mais rien n'était prêt. Il y avait l'Olympique Lyonnais, qui était avant-gardiste. Et il y avait le club de Montpellier, paix à son âme, Louis Nicolin, mais son fils Laurent reprend le flambeau. Guingamp, il faut bien le reconnaître également. Il y avait un club qui s'appelle Juvisy, qui maintenant s'appelle le Paris FC. Et là, je vous ai fait à peu près le tour. Et avec ça, je disais, mais à la Fédé, mais attendez, je peux pas. Ça veut dire que je vais diffuser un match tous les 2 mois, à peu près. Donc, je ne peux pas donner de visibilité. Néanmoins, ça a fait avancer, ça a fait bouger les choses. Mais il faut continuer. Et je terminerai là-dessus parce que j'y attache une importance très, très, très forte. C'est que, pour moi, à compter de l'instant où on va commencer à dire le sport féminin ou le sport masculin, on continuera en permanence à créer une frontière entre les deux. Quand vous allez voir du sport, quand on regarde du sport, quand on écoute à la radio, quand on lit un article, c'est un article sur le sport. Le résultat de Marie-Jo Pérec, c'est le résultat de Marie-Jo Pérec. Le résultat d'Alain Bernard, c'est le résultat d'Alain Bernard. Mais les deux qui le réunissent, c'est qu'ils ont gagné dans leur sport. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Merci beaucoup, Jérôme. Pascal, c'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que hier soir, Daniel Herrero, qui nous parlait du rugby, disait le drame dans l'histoire du rugby, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire, il disait avant, c'était des amateurs, il y avait un esprit du rugby. À partir du moment où la professionnalisation est arrivée, l'argent est arrivé, et on a perdu, selon lui, en partie, cet esprit
du rugby, cette esthétique même du rugby. Or, vous, tout à l'heure, quand vous parliez des Jeux Olympiques, vous disiez, au fond, quand on est amateur, c'est qu'on a de l'argent. C'est-à-dire, vous disiez exactement le contraire. C'est-à-dire, vous sembliez dire au contraire que la professionnalisation, ça permettait à des gens issus des classes populaires de devenir sportifs. C'est pas un peu ambigu, finalement? Là, on est dans quelque chose de compliqué. Est-ce que vous pouvez nous clarifier ce que vous voulez dire? Vous avez à la fois raison et vous soulignez un paradoxe qui se comprend. Ce n'est pas la profanisation qui pose problème, c'est quand l'argent devient roi. C'est pas la même chose. Que quelqu'un puisse gagner sa vie alors qu'il y consacre 8, 10, 15 heures par jour, on trouve tous tout ça normal. Je vous rappelle d'ailleurs que les premiers professionnels aux Jeux Olympiques, ça n'a pas été les professionnels du monde capitaliste, indirectement, ça a été les professionnels des pays de l'Est, qui en fait étaient financés par l'État, et qui avaient le droit de venir en tant qu'amateurs, mais qui en réalité avaient un salaire d'État, et pouvaient passer 15 heures par jour pour s'entraîner. Et c'est là où on s'est dit à un moment, la théorie ne marche pas. Parce que si on est dans la pureté du non-financier, vous avez d'un côté des fonctionnaires qui courent, et de l'autre côté, vous aviez des non-fonctionnaires qui ne pouvaient pas gagner leur vie et qui, par définition, ne pouvaient pas être au même niveau. D'ailleurs, c'est pour ça que les Russes ont été brillants. Ils ont regardé la cartographie du monde, ils ont mis beaucoup de temps à venir aux Jeux. Quand dans les années 50, ils font leurs premiers Jeux Olympiques, puisqu'avant, ils avaient les leurs, les Spartakiades, qui étaient des Jeux communistes. Oui. Non, mais c'est important à dire. Bien sûr. Voilà, qui veulent réinstaller. Poutine a toujours des idées du vieil empire. Et ils ont regardé le truc, ils ont tout de suite compris. Ils ont dit, alors nous, on va fabriquer donc des sportifs pros. On s'entraîne depuis longtemps avec les Spartakiades. Donc on va arriver dans ce jeu, dans cette enceinte très vite, on va gagner médaille. Mais surtout, avec Sandrine, on avait travaillé là-dessus, on va aller vers le sport féminin. Parce que comme tout le monde s'en fout, nous, on va gagner plein de médailles. Donc les Russes, ils se sont d'abord battus à former toute une génération de sportives, mais surtout, ils se sont battus pour qu'il y ait de plus en plus de place des femmes dans les JO. C'est pas toujours moral. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enceinte, ce qu'a dit Silver, personne, du haut du CIO, est descendu dans l'arène en disant « Bon, les gars, il va falloir plus de femmes. Hein. Bon, les gars, il va falloir s'ouvrir au monde. Bon, les gars, on arrête de soutenir des dictatures. » C'est jamais arrivé. Hein. Ça part toujours du podium et du bas. Je m'explique. Quand vous pensez à Owens, quand vous pensez à El Wafi 1928 au marathon, quand vous pensez aux premières femmes comme Milia qui se bat pour les Jeux féminins, quand vous pensez à ces premiers athlètes avant la guerre 14-18, c'est parce qu'ils ont revendiqué quelque chose, qu'ils ont obtenu quelque chose. Les Paralympiques, personne un jour est venu les chercher en disant « Oh les gars, vous avez oublié, on va faire des Jeux Paralympiques ». Ah non, pas du tout, hein. C'est parce qu'ils se sont battus à partir de 1948 avec les blessés de guerre que petit à petit, qu'ils ont fait leur propre organisation. Il a fallu 12 ans pour qu'on rentre dans une simili-organisation en 1960 à Rome, qui n'a été en réalité reconnue que 8 ans plus tard comme les premiers Jeux paralympiques. Allez expliquer au patron, du président du CIO en 1936 à Berlin que c'est la démocratie qui domine, vous allez faire rire tout le monde. Hein. Il est assis à côté d'Hitler au moment où il y a le discours de Coubertin. Et il remercie Hitler pour son accueil, d'ailleurs. Tout à fait. Et pour l'excellente organisation des Jeux. Ce que je veux dire par là, c'est tout ce qu'a raconté Silver s'organise à l'intérieur du système, qui est en fait un rapport de force permanent. Parce que les Jeux et le sport ont un autre paradoxe qu'il faut reconnaître, c'est la véritable, je dirais, pour aller titiller, démocratie. Je m'explique. Vous n'avez pas beaucoup en Europe de présidents noirs, maghrébins, asiatiques dans les années 20. Vous n'avez pas beaucoup de personnalités, il y en avait quelques-unes, mais très peu qui sont considérées, qui ont eu la chance ou la potentialité, grâce à leur éducation, grâce à l'école, de pouvoir accéder à des fonctions importantes. Le seul endroit où il est possible de rivaliser avec l'autre, quand on vous laisse partir sur la ligne de départ, c'est le sport. Donc ça vous permet non pas simplement de gagner dans le sport, mais ça vous donne d'un seul coup, allez, un porte-parole là, une potentialité de parler aux médias, une existence, une reconnaissance, un droit. Pourquoi Mohamed Ali, Cassius Clay en 1960 à Rome, qui devient Mohamed Ali, peut prendre la parole sur la guerre du Vietnam et sur les droits des Afro-Américains? Parce qu'il est champion du monde, parce qu'il est champion olympique, parce que c'est une star. Sinon, le micro, on ne lui tend pas. Et donc, si vous vous mettez à réfléchir à ce système-là, il a entièrement raison. C'est génial ce qui s'est passé en 130 ans depuis le congrès de la Sorbonne de 1894 de Coubertin qui dit « on va rétablir les Jeux ». Mais en réalité, c'est à l'intérieur d'un système, un combat permanent pour ceux qui arrivent à traverser le filet à papillon pour rééquilibrer la manière de penser le monde. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que nous, ensemble, on a fait un livre, qu'ensemble, on s'en fait des expositions que vous voyez ici et qu'on est en train de travailler sur le vélo, c'est que c'est un lieu de combat permanent, le sport. Parce que le sport, il a une vertu qu'il ne faut pas oublier. C'est
ceux qui n'ont pas la chance de naître égaux vont s'entraîner beaucoup plus que les autres pour arriver un jour premier sur la ligne de départ. Sur la ligne d'arrivée. Et ça, on ne le mesure pas ce que ça signifie à l'échelle du monde. C'est fondamental. Et en même temps, souvent, c'est des paradoxes. Pourquoi à un moment, vous avez les athlètes noirs et maghrébins qui émergent dans les empires coloniaux? C'est pas pour une bonne raison. Hein. C'est que les empires coloniaux, c'est le cas de De Gaulle, 60. Comment on va faire pour être une grande nation? Mince, on va devoir utiliser nos minorités. Il n'y a pas le choix. Sinon, vous êtes une petite nation. Alors les Français, les Anglais, tout le monde dit bah, on va appeler notre empire. Et les Américains, pareil. Je vous rappelle que quand Jesse Owens court, certes, Hitler a beaucoup de mal à lui serrer la main, mais je vous rappelle que quand il rentre aux États-Unis, il n'a pas le droit de rentrer à la Maison-Blanche. À la différence des athlètes blancs. Donc tu peux gagner pour ton pays, tu peux remporter des médailles d'or pour ton pays, mais tu n'es toujours pas un citoyen comme les autres. C'est aussi tout le paradoxe de cette histoire. C'est pour ça qu'il faut la regarder avec ses mutations positives, et là, si vous voyez, je rejoins à 100%, mais de regarder comment on en est arrivé là, comment s'est construit ce combat. Il y a ce paradoxe. Le sport interdit tout et autorise tout. Oui, c'est paradoxal, vous avez dit. L'amateurisme peut être glorifié, mais il a un paradoxe. C'est qu'il, pour être amateur, cher ami, il faut avoir du temps. Et pour avoir du temps, il faut avoir de l'argent. Et le professionnalisme a tous ses défauts. L'argent pourrit tout. Mais en même temps, vous êtes payé parce que vous êtes bon. Vous voyez ce paradoxe? Aucune des deux n'est bien, en fin de compte. Il n'y a pas une valeur absolue. Le sport recèle tout ça. C'est les plus belles valeurs du monde. Et en même temps, comme a dit Sandrine, c'est le dernier espace où les guerriers s'affrontent. Parce que c'est la paix, parce qu'on fait la guerre ailleurs. Vous savez, c'est le dernier endroit où on porte un uniforme, on hisse le drapeau, on chante l'hymne national, et devant sa télé, on hurle quand son pays gagne. Ça s'appelle la guerre. Ils sont morts. Sauf les dopés de l'histoire. Donc il faut aussi les regarder avec... Et c'est paradoxal. Le bien, le mal là-dedans, on pourrait, vous et moi, discuter pendant 2 heures. En même temps, c'est mieux de courir dans un stade que de se faire la guerre. C'est paradoxal. Sylvain, vous vouliez réagir. Sylvain Henry Cissé. Oui, ce que je trouve extraordinaire avec le Comité olympique et les Jeux olympiques, c'est l'utilisation en fait du système et comment les petites nations vont utiliser ce système pour exister. Parce qu'on l'a dit, c'est pas démocratique. Hein. C'est une décision qui est descendante à tous les niveaux. Mais on s'aperçoit qu'il y a quelques faits dans l'histoire qui sont extraordinaires et qui montrent qu'en fait, il y a des gens qui ont l'intelligence d'utiliser les systèmes. Et moi, j'en viens aux pays qui vont être décolonisés dans la vague de décolonisation des années 60. Les Africains s'aperçoivent de quoi? Qu'ils n'ont pas de puissance militaire, qu'ils n'ont pas de puissance économique, qu'ils n'existent pas sur le plan international. Et ils se rendent compte qu'en fait, c'est par le sport, comme le dit Pascal, qu'ils vont pouvoir exister. Parce que le sport, c'est un pays, un vote. C'est-à-dire qu'à la limite, Sao Tomé, qui a 220 000 habitants, pèse autant que les États-Unis, l'Inde ou la Chine, au niveau des fédérations. Donc les Africains vont comprendre qu'en investissant les fédérations sportives, ils vont pouvoir avoir voix au chapitre et intégrer les grandes institutions internationales. Le comité olympique, c'est différent. Parce que là, c'est pas un pays, un vote. C'est-à-dire que les membres du comité olympique sont élus, nommés. Donc c'est différent. C'est différent. Mais c'est par la pression justement des fédérations internationales qu'on voit au chapitre au comité olympique qu'on va pouvoir avoir un peu plus de diversité au sein du comité olympique. Parce que regardez le trombinoscope du comité olympique dans les années 40 ou 50, c'est entièrement blanc et ce ne sont que des hommes. Hein. Il n'y a pas de femmes, c'est entièrement blanc et qu'il n'y a pas du tout de diversité. Alors qu'aujourd'hui, vous regardez le comité olympique, il y a je crois 37 ou 40% de femmes aujourd'hui et ça ressemble à peu près à la cartographie du monde. C'est-à-dire que c'est justement l'utilisation de ce système pendant des décennies qui a permis d'en arriver là et de faire progresser un peu le comité olympique et de lutter justement contre cette disposition qui n'est pas vraiment démocratique, hein, puisqu'il n'y a pas de vote et que ce sont des nominations. Pour en venir en ce qui concerne l'argent, mais Pascal a complètement raison et je crois qu'on est tous d'accord. Pour faire du sport à la papa, il faut avoir du temps et de l'argent. N'oubliez pas que le sport est une invention d'aristocrates. Hein, d'aristocrates en Angleterre qui, pour le foot, pour le rugby, qui, pour le volley ou pour l'escrime, avaient du temps et c'était une pratique. Et on s'aperçoit notamment, et ça c'est très intéressant, c'est pour ça que hier j'écoutais Daniel avec grand intérêt, mais parfois je n'étais pas d'accord avec lui. Daniel Herrero. Oui, Daniel Herrero. Il peut regretter le rugby à la papa, mais le rugby à la papa c'était un amateurisme marron. Hein. Ils étaient tous payés en sous-main, ils avaient tous des... après le travail, ils avaient des accords, n'est-ce pas? Ah oui, oui.
ils fumaient, ils buvaient. Donc il y a la légende, il y a les idées reçues. Ensuite il y a la réalité. Et on s'aperçoit dans le rugby d'ailleurs que le rugby à 15 est opposé au rugby à 13, parce que dans le rugby à 15 il y avait une forme d'idéal, d'amateurisme, d'ailleurs qui a été vanté sous Pétain avec le fameux colonel Pasco qui a interdit le rugby à 13 et qui a interdit le rugby à 13. Pourquoi ? Parce que le rugby à 13 était un rugby d'essence populaire où les gens étaient payés et rémunérés parce que, comme on le dit, effectivement, c'était un moyen de pouvoir gagner sa vie et de pouvoir progresser socialement et financièrement dans la société. Sandrine Lemaire, vous voulez réagir ? Oui, je voulais ajouter deux choses en fait entre ce que disait Pascal et ce que vient de dire Sylvain Henry, c'est que pour que vous compreniez bien, la règle de l'amateurisme, elle a perduré dans les Jeux Olympiques jusqu'en 92. Et ça, je crois que c'est fondamental de le dire. Pourquoi ? Parce que au départ, et ils l'ont assez dit, on a un sport très aristocratique parce que pour faire du sport, il faut avoir du temps et de l'argent. Et puis peu à peu, et déjà dès l'après-Première Guerre mondiale, le sport sert à discipliner. Et là, je pense que c'est aussi important de l'avoir à l'esprit parce que c'est à ce moment-là qu'il commence à se populariser. C'est là où on voit apparaître, dans cet entre-deux-guerres, les grands clubs, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, qui sont liés à des grandes entreprises et qui permettent, donc les clubs de football ou les clubs de rugby et plein d'autres sports. Donc c'est là où on peut discipliner les corps, bien sûr, mais aussi discipliner avec des horaires, respecter des règles, respecter le chef, comme le disait Sylvain Henry. Et ça fait partie des choses qui permettent de populariser effectivement la pratique du sport, la pratique sportive. Et ce qui change radicalement dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est la médiatisation. C'est-à-dire que ces Jeux Olympiques deviennent des événements très médiatiques, très suivis pour en devenir ce qu'on appelle aujourd'hui des méga-événements. Et c'est ce qui fait que l'on passe de cette règle de l'amateurisme au professionnalisme, et au professionnalisme où, en 92, quand on accepte les professionnels, c'est la Dream Team qu'on vient voir. Ce sont les basketteurs américains qui sont spectaculaires par rapport à un basket moins spectaculaire en Europe. Et c'est ce qui change toute la donne. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a une vraie, comme le disait Pascal, une vraie inflation de l'argent. C'est pas seulement vivre de son sport, c'est avoir des sommes énormes pour pouvoir s'entraîner sur une période, alors évidemment très courte. On a des tas d'excuses pour toucher des millions d'euros ou de francs à l'époque, ou n'importe quelle monnaie d'ailleurs, sur un mois. Et c'est ce qui change radicalement la donne, je pense, dans la vision que l'on a des Jeux Olympiques, dans la perception aussi des sportifs, dans la perception de l'opinion publique, mais aussi des sportifs eux-mêmes. Et on le voit bien, on a une troisième dimension qui est plus historique cette fois-ci, c'est qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on est vraiment dans ce grand match de boxe, donc le camp bleu contre le camp rouge, c'est-à-dire la guerre froide. Et donc c'est là où on a une instrumentalisation du sport à un point de vue politique entre deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et les non-alignés dont parlait Sylvain Henry, c'est-à-dire comment nous on se fait reconnaître en dehors de ces deux blocs quand on ne veut pas suivre la ligne politique ni de l'un ni de l'autre. Et là, je pense qu'on a cette interaction qu'on essaye de montrer dans l'ouvrage que nous avons tous les trois co-dirigé sur une histoire du monde, et dans l'exposition qui sera à venir au mois d'avril au Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est toute cette interaction entre l'histoire, le sport, comment le sport est le reflet de l'histoire, comment parfois il en est une tribune, avec Smith et Carlos qui lèvent le poing pour lutter contre la ségrégation. 68. Parce que Sylvain Henry, lorsqu'il parlait des Jeux anthropologiques de 1904 à Saint-Louis, c'est effectivement aux États-Unis où on fait concourir non pas seulement des Africains noirs, en l'occurrence des Pygmées, mais aussi des Indiens, des natives, donc des Indiens américains, et on les fait concourir non pas contre des sportifs occidentaux, mais à part, parce qu'on est bien dans la ségrégation raciale que l'on a aux États-Unis et que l'on ne connaît pas en France, par exemple. Donc là, il y a toute une histoire qui s'imbrique, et c'est ce qui est fascinant d'ailleurs dans les Jeux Olympiques. Juste pour raconter une petite anecdote, un petit mot, c'est mon ami Gébri Zeman qui est triple championne du monde de judo et quintuple championne d'Europe de judo, et qui malheureusement a perdu aux Jeux Olympiques de Londres au premier tour, alors qu'elle avait battu tous ses adversaires pendant toute l'année. Elle était programmée pour être championne olympique. Et elle m'a dit, eh bien voilà,
je n'ai pas pu valoriser justement un titre que j'aurais pu obtenir et qui m'aurait permis de vivre. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques ont cette capacité quelque part d'arrêter la planète. C'est-à-dire qu'il y a des millions et des milliards de téléspectateurs qui, à un moment, sont focalisés sur un événement, sur un sportif. Et c'est par capillarité que les athlètes peuvent ensuite valoriser leur titre. C'est ensuite par le titre qu'ils vont remporter, qu'ils vont pouvoir vivre. C'est pour ça que c'est aussi important que les athlètes courent après ce titre olympique, notamment ceux qui sont dans ce qu'on appelle les petites disciplines, qui ne sont pas rémunératrices, c'est-à-dire l'athlétisme, le judo, l'escrime, et qui ont besoin de ces disciplines pour ensuite valoriser ça auprès de sponsors et vivre. Il y a les stars, le football, les basketteurs, certains athlètes qui vivent très bien comme les joueurs de tennis, et ensuite il y a les autres, la grosse masse, qui entendent énormément des Jeux Olympiques pour pouvoir en vivre. Alors, pour élargir le débat au-delà des Jeux Olympiques, aujourd'hui, il y a des tas de mouvements qui traversent le sport. Et là, il y avait une information que j'ai glanée il n'y a pas très longtemps, c'est l'Arabie Saoudite qui est en train de construire une équipe de football, on pourrait dire totalement factice, avec des superstars. Alors, Karim Benzema, Ronaldo et puis d'autres. Mais là, est-ce qu'on n'est pas dans, à la fois, évidemment, un exercice géopolitique et puis aussi vers l'idée que finalement, est-ce qu'une équipe de football, par exemple, c'est encore une équipe nationale ? Est-ce qu'on peut vraiment dire l'équipe d'Arabie Saoudite, c'est l'équipe de l'Arabie Saoudite ? Parce qu'il n'y a pas un Saoudien dans le lot. Alors, il y a deux choses dans ce que tu explicites, Christophe. C'est que l'Arabie Saoudite développe son football par ses clubs. Et donc, c'est là où les Cristiano Ronaldo, Karim Benzema partent là-bas. Neymar, bon, il a fait un match et puis après il s'est blessé. Mais ça, on a l'habitude, on le voyait déjà ici en France. Mais en fait, ce sont les joueurs qui vont jouer pour des clubs. En revanche, le pays, l'Arabie Saoudite, a pour ambition, et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, de construire, on va dire, des joueurs de demain, mais en s'appuyant sur ce qu'ils ont comme réserve. Ce qu'ils sont en train de vouloir développer là... Les joueurs saoudiens, donc. Oui. Ce qu'ils sont en train de vouloir développer là, en fait, c'est de montrer que leur puissance économique va leur permettre, par le sport, de dépasser les frontières sur lesquelles, pour le moment, ils ne sont pas invités à la table. Pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises, mais c'est comme ça. Donc c'est en attirant ces joueurs-là, qui représentent à la fois des sortes de modèles pour des jeunes, etc. Ils les font venir. Ceux qui vont avoir des déclarations disant que voilà, ils se trouvent en parfaite harmonie, ce qu'a fait Karim Benzema d'ailleurs en allant là-bas. Cristiano Ronaldo qui y trouve d'autres plaisirs. Mais il y a le développement, ce qu'ils souhaitent faire, c'est le développement de ce qu'ils appellent la première ligue d'Arabie Saoudite, pour que demain, et c'est déjà le cas, soit les matchs soient repris et diffusés à travers le monde. D'accord ? Et c'est par l'entreprise de ce sport, là en l'occurrence le football, puisque moi je dis toujours qu'il y a le football et il y a le sport. D'accord ? Le football dépasse tout encadrement, parce que partout dans le monde, on joue au football. Quelle que soit sa richesse ou sa pauvreté, on joue au football. Partout, tout le temps. Donc eux, ils utilisent cet élément-là, pour pouvoir, au niveau géopolitique, s'installer. Et contre ça, les plus grandes puissances ne peuvent rien y faire. Parce qu'il y a, et Pascal en a parlé tout à l'heure, et avec Silver et Sandrine aussi, mais l'argent. Et l'argent fait tout le reste. Il y a, je ne sais plus qui disait, mais il y a deux choses qui régissent le monde. Excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, mais il y a le sexe, le cul et l'argent. Voilà. Et avec ces deux éléments-là, eh bien, vous pouvez faire avancer les choses. Et l'Arabie Saoudite, pour finir, c'est ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir se positionner, être les organisateurs d'une prochaine Coupe du Monde, être les organisateurs des Jeux Olympiques, qu'ils soient hiver ou été, c'est pas grave. Il y a des montagnes, on trouvera bien, on va se débrouiller. Remarquez, vous me direz, les Russes, Sochi, il n'y avait pas de neige au départ, mais c'est pas grave. On a quand même réussi à détourner des fleuves et à créer de la neige artificielle, etc., etc., etc. Donc l'Arabie Saoudite, en fait, fait ça, attire pour montrer, exposer le fait qu'il s'ouvre au monde. Voilà. Pascal Blanchard. Ce qu'il ne faut pas oublier, que tout le monde a oublié, parce que c'est tellement loin maintenant, vous savez qu'au départ des Jeux, vous pouvez gagner pour un pays sans être de ce pays. Les Jeux, au départ, ce n'est pas votre nationalité qui fait votre participation. C'est pour qui vous choisissez de concourir. On l'a tous oublié, hein ?
C'est pareil pour les autres sports d'ailleurs. Exactement. Et il va falloir un peu de temps pour normaliser ça. En gros, pour faire à peu près simple, après 14-18, un national concourra pour son équipe. À part quelques cas un peu exceptionnels, mais en gros, c'est ça. Et après, on est rentré. Aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, anecdote incroyable, si vous regardez les panneaux de l'Expo, vous voyez au milieu de cette équipe de rugby, je rappelle, Sylvain adore cette histoire qu'on connaît ensemble, vous voyez un joueur qui n'est pas très blanc dans l'équipe de rugby française. Et vous lui demandez sa nationalité, il n'est pas très français. Il est haïtien, il n'a jamais été français. Et il sera le premier médaillé d'or français, noir, mais en réalité haïtien. Équipe de rugby, 1900 à Paris. Pourquoi il manque un 15e dans l'équipe de 15 ? On va le chercher, il fait ses études de médecine à Paris, il est haïtien. Aucun rapport avec la France. Et ça, c'est intéressant à avoir en tête parce on a nationalisé, si vous préférez, l'étendard et la nation. Puis est arrivé quelque chose. Les immigrés. Oui. Et les coloniaux. Qui ont commencé à rentrer dans ces équipes. Et puis certains ont même accéléré. Rappelle-toi l'équipe du Qatar qui était composée, je crois que c'était de handball. C'était le handball. Qui était composée quasi de non-nationaux. Mais en même temps, on se calme. L'équipe de France de rugby, d'un match France-Hongrie, football, le sport par excellence. Vous prenez tous les joueurs de la feuille de match, de ce match de 1939, aucun n'est né dans l'Hexagone. 0. Est-ce que cette équipe est illégitime ? Non. Il s'est passé une nouvelle chose. L'histoire de l'immigration fait que les gens prennent la nationalité et la citoyenneté du pays dans lequel ils jouent. Et si vous regardez cette mutation du monde, ce qui se prépare dans ces nouvelles générations dans 20 ou dans 30 ans, une question va se poser. Ce qui se passe dans les clubs privés aujourd'hui, est-ce que ça signifie que le modèle que le Qatar a testé à un moment, mais il y a eu beaucoup de critiques, et puis même les nationaux avaient du mal à se reconnaître dans cette équipe, on est en train de se rendre compte que le modèle idoine, c'est quoi en fait ? C'est aller chercher quelques stars qui prendront la nationalité de votre pays, sauf si vous changez un jour le principe de l'olympisme. Si on revient un jour aux équipes, où vous aurez le choix de choisir l'équipe pour laquelle vous allez courir. Et là, vous allez pouvoir vous poser la question de l'argent. Parce que demain matin, si vous demandez à des joueurs d'aller courir pour 200, 300 millions d'euros par an pour telle ou telle nation, ils réfléchiront à deux fois. Hein. Même s'ils adorent leur pays. Surtout s'ils ne perdent pas leur nationalité. Et ce modèle a déjà existé. Donc, soyons très vigilants de se rendre compte que le modèle est en mutation tout le temps. Il n'y a pas un modèle figé où le sport s'inscrit. Non, ça... Comme vous avez des coups de butoir, comme vous avez des pays émergents aujourd'hui, pourquoi on donne les Jeux Olympiques à des pays dont on se poserait la question il y a 10, 20 ou 30 ans, parce que dans le rapport de force mondiale, ils ont les moyens de les faire les Jeux, ce qu'ont non plus beaucoup de pays européens, et ce qui auront de moins en moins les moyens d'organiser des Jeux titanesques. Pendant très longtemps, il y a eu tout un débat autour des droits de l'homme, par exemple. Rappelez-vous la Chine, au moment du Tibet. Pékin était un grand débat, mais comme vous avez eu avec Berlin en 1936, comme on l'a eu avec d'autres pays après l'intervention soviétique en 1956. Le débat, et on le verra en France en 2024, vous aurez en toile de fond un certain nombre de pays qui décideront de boycotter. Et en 1984, après la guerre d'Afghanistan, et 1976, les Russes. Notre grand spécialiste pourrait vous le raconter, Montréal, où 441 sportifs africains et africaines décident de boycotter les Jeux, avec quelques autres pays comme l'Irak qui les rejoint, parce qu'il y a l'apartheid. Donc, leurs dirigeants, pas les sportifs. Tout à fait, leurs dirigeants. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est par là qui est à voir, c'est que l'histoire, elle nous montre que le phénomène mute, change, s'adapte, parce que le sport, c'est l'exact reflet aussi des mutations de la modernité du monde. Quand Sandrine expliquait tout à l'heure qu'on crée et qu'on invente des épreuves, vous vous rendez compte que nous aurons des sports dans 10 ou 20 ans que vous et moi, à notre âge, on pourra pratiquer sans aucun problème, cher ami. Ce sera à base d'images numériques, ce sera à base de cas. Mais oui, rassurez-vous, il n'y a pas que le curling qu'on peut encore faire, vous et moi. On a encore quelques petits sports où on peut être à haut niveau. Parce qu'il va arriver, vous allez avoir des e-sports qui vont arriver. Il y a le slow football qui est bien, où on marche derrière la balle. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez avoir des sports qui ne se pratiqueront plus qu'avec le corps, mais des fois uniquement avec des petites manettes, avec les yeux. Et oui. Pourquoi ? Parce que nous nous adaptons aussi à un temps d'une modalité incroyable. Quand le breakdance arrive, ou quand vous avez des nouveaux sports qui arrivent, ou le surf qui arrive, c'est pas juste parce qu'à ce coup, il y a plus de licenciés. Même la pétanque qui arrivera un jour aux Jeux Olympiques, vous le verrez, nous pourrons la pratiquer tranquillement. Et je vous rappelle qu'au début du siècle... On est dans une ville qui est une championne de pétanque, je vous signale. Vous voyez ? Et donc, au début du siècle, vous aviez des sportifs qui avaient 70 ans. Au tir au fusil, qu'adore Sandrine. Sur quoi on tire, Sandrine, à l'époque ? On tire sur des pigeons réels en 1900 aux Voilà. Jeux Olympiques. Et dites ça aujourd'hui, tout le monde serait effaré. À l'époque, c'est un des musts des Jeux. Donc, tout mute. Et là, toutes les discussions qu'on a sont très intéressantes parce que les grandes mutations du monde, l'égalité, on en a parlé, l'androgynie, le fait qu'un corps doit être qualifié d'homme ou de femme. La question des athlètes transgenres. Mais bien sûr. Et qui est posée, je vous le rappelle, depuis 20 ans.
Pistorius n'a pas simplement amené un scandale international avec l'histoire du crime qui s'est passé en Afrique du Sud avec sa compagne. Il a tué sa compagne. Il a tué sa compagne. Et dans un an, il va sortir de prison. Exactement. Il a Athlète posé handicapé. une question qui a été fondamentale sur le corps à ranger. Pourquoi ? Parce que les mecs se sont rendus compte à un moment qu'il allait peut-être courir plus vite le 100 mètres que d'autres sportifs parce qu'il n'avait pas de jambes. Ce qui, il y a 20 ans, n'était pas un sujet. On ne pensait pas que la technologie pouvait faire qu'un corps bionique, en fait. Et il n'avait pas regardé L'homme qui valait 3 milliards, qu'on a tous regardé C'est quand ça, on était jeunes. il avait Et on raté savait ça. que ça existait, nous. Et que d'un seul coup, des corps arrangés peuvent aller plus vite que des corps normés, que des corps sans arrangement. Il a donc fallu, et ça, vous savez à quel moment ça a commencé ces débats ? Quand on a commencé à questionner les combis qu'avaient les nageurs en natation. Et on les a interdits. C'est 2008. Tu te souviens de cette histoire ? Incroyable. Au départ, on dit oui, ah oui, mais elles allaient donc plus vite, ou ils allaient donc plus vite. Mais ça pose un problème. Si un seul coup, un outil te permet, alors extérieur au corps, hein, la combi, d'aller plus vite, ça veut dire que si tu te mets un outil dans le corps, qu'il est invisible, ou si ton corps, trop masculin, trop féminin, te permet de gagner, comment on va faire ? Et toutes ces questions de mutation vont arriver parce que, qu'est dit aujourd'hui l'humanité ? Nous devons imaginer un monde où chacun dans son corps, dans son genre, a le droit d'exister. Donc, est-ce qu'il va y avoir des troisième niveaux d'épreuve ? Mais c'est une évidence dans 20 ans. Vous le verrez. Comme le paralympisme s'est imposé comme étant un élément de l'olympisme aujourd'hui. Toutes ces mutations-là, vous les avez. Hein. Et tous les débats qui font peur, à un moment au JO, c'est basique. Il faut trouver la solution technique sur la piste. Ce que dit Sandrine, c'est incroyable. Regardez les épreuves qui ont disparu, uniquement au nom de la parité. Et ça a fait hurler beaucoup de sportifs. Ou l'invention de sports mixtes, qui n'existaient pas dans les pratiques et qui vont devenir des pratiques demain, tout simplement parce que, comme l'a très bien dit Sylvain, il va falloir à un moment gagner sa vie avec ça. Parce que quand vous êtes sportif, vous savez qu'aujourd'hui, quasi tous les sportifs, hommes et femmes français, sont sponsorisés par quelqu'un. Une grande marque, une banque. Et Sylvain a raison de le dire. Si vous gagnez, en plus, votre carrière est assurée. Vous serez demain intégré dans un grand groupe. Vous ferez du management, du commercial, vous deviendrez ambassadeur de ce groupe. C'est pas un petit sujet. Consultant média. Exactement. C'est pas des petits sujets qu'on est en train de dire là. C'est que tout ça fait partie d'un écosystème et toutes ces mutations dont on est en train de parler, vous avez exactement les mêmes dans la société. Par exemple, donner des Jeux Olympiques à des dictatures. C'est pas neuf, hein. La morale, elle est où là ? Il n'y en a pas. Personne n'a jamais dit que les valeurs universelles du CIO, c'était la démocratie. C'est d'être capable d'organiser le sport et de faire partie du CIO. Et ça ne change pas. Finalement, ça, par-delà les mutations, cette dimension, alors le règne de l'argent et la géopolitique pragmatique, on pourrait dire, la réelle politique, ça ne change pas. Non. Enfin, depuis Berlin, en tout cas, ça n'a pas beaucoup changé. Non, ça ne change Jérôme pas. Papin. Juste parce qu'il y a un élément, je vous invite tous, mais peut-être que pour certains ou certaines ici, vous l'avez déjà vu, il y a un film qui retrace une histoire réelle incroyable des Jeux Olympiques de 1980 à Lake Placid. Ça s'appelle Miracle sur glace. Et c'est la victoire, en fait, improbable des universitaires de hockeyeurs américains qui vont réussir à battre la grande équipe d'Union soviétique. Et à l'époque, cette équipe de hockey sur glace, c'était presque le passeport politique, si vous voulez, 1980. Et je vous invite à voir ce film, parce qu'à l'intérieur, pour répondre à ta question, Christophe, eh bien finalement, on est en 2023, nous serons en 2024 pour les prochains Jeux Olympiques. Ça n'a pas beaucoup bougé. C'est-à-dire que d'un seul coup, eh bien, on a le sport qui a permis, à un moment donné, de dire, vous voyez, avec des universitaires, on peut gagner. Sandrine, vous vouliez compléter ? Oui, je voulais juste ajouter une chose. Alors, je reviens un tout petit peu plus loin de ce qui a été dit quand on parlait des sportifs qui, en étant payés avec des gros salaires, pouvaient concourir pour d'autres nations. Il ne faut pas oublier aussi, je pense, ceux qui n'y vont pas pour l'argent, mais qui vont pour simplement participer. C'est-à-dire que quand vous avez une équipe de rugby à 15, et donc vous avez 23 sélectionnés, le 24e jusqu'au 50e, ce sont des sportifs de haut niveau qui ont tout à fait leur place aussi sur la feuille de match, mais qui n'ont pas été choisis à ce moment-là, soit pour blessure, soit parce qu'on les a considérés moins bons qu'un autre, etc. Et qui ont tout à fait leur place, qui du coup, pour participer, choisissent la nationalité d'un autre pays, soit parce qu'ils étaient binationaux déjà, soit parce qu'ils ont un de leurs parents qui est né dans ce pays, soit simplement pour participer sous un autre drapeau. Et là, je pense que c'est important parce que finalement, c'est la valeur de l'événement. C'est l'idée de
courir, nager, sauter aux Jeux Olympiques, ça le fait quand même. On le voit bien avec un Antoine Dupont qui fait la Coupe du Monde, mais qui dit ah ben là je vais peut-être laisser un peu tomber ma carrière de rugby à 15 pour m'entraîner sur du rugby à 7 et participer aux JO, parce que participer aux JO, c'est quand même exceptionnel. Et on voit bien que ça repose sur ce que disait Pascal au tout début, c'est-à-dire une espèce d'image mythique de ce que représente ou de ce qu'ont représenté à un moment les JO, avec cet idéal de, alors non plus d'amateurisme, mais d'événements où on concourt dans une fraternité, etc., et qui n'est pas fausse, comme le rappelait Sylvain Henry. Eh bien, écoutez, il va être maintenant le temps de donner la parole à la salle, mais je voudrais d'abord demander à Sylvain Henry Cissé, parce que c'est ce que nous avions prévu, de nous donner une petite conclusion, peut-être de réfléchir à ce débat et de nous dire ce que tu en as pensé. Alors, je vais essayer de donner une conclusion, mais très rapide. Je ne vais pas faire une thèse. Mais je trouve que tous ces questionnements et toutes ces questions sont très intéressantes parce qu'elles sont en résonance avec le temps présent. Sandrine vient de le dire à l'instant, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est le plaisir. Et je crois qu'à un moment, au-delà de la géopolitique, au-delà de la politique et tous les problèmes, c'est le plaisir que peuvent avoir des sportifs qui sont sur le terrain et un public qui regarde des sportifs qui, en ce moment, sont en train de s'accomplir. Et il ne faut pas oublier cette dimension de plaisir qui est capitale, qui est importante. Moi, j'ai vécu personnellement 2 Jeux Olympiques de manière privilégiée. Il y a eu Londres en 2012 et il y a eu Sochi qui était déjà un peu bizarre. Mais je peux vous garantir que quand vous êtes... Et quand je dis le privilège, c'est pas forcément être en loge, c'est être en contact avec un événement. Le souvenir que j'ai de Londres lors de la cérémonie d'ouverture, j'étais dans le stade, est un souvenir, mais juste incroyable. Et que nous étions 80 000 privilégiés et que c'était quelque chose de fabuleux. Et ensuite, quand on a participé aux différentes compétitions dans le public, on a assisté à des choses incroyables. Et je crois qu'il faut que les Français se rendent compte de ce qui va se passer en juillet et en août 2024. C'est un moment unique. Alors là, on est dans la critique pour l'instant, on est dans une forme d'opposition, mais ce moment sera unique. Donc le plaisir est extrêmement capital et important. Il ne faut pas oublier cette notion-là. Ensuite, je voudrais, et Pascal l'a très bien dit, que là, vous preniez un tout petit peu de recul quand on parle de sport. Prendre un peu de recul, c'est regarder ce qu'est cette activité humaine. C'est une activité humaine, en fait, qui est toute récente. Si on prend les 2000 dernières années, ça représente quoi, le sport? Alors, certains vont vous remonter jusqu'à Olympie. C'est pas Olympie dont il faut parler. Je crois qu'il faut parler du sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est né, à mon sens, après la Seconde Guerre mondiale, et qui a vraiment pris son essor dans les 30 Glorieuses. C'est-à-dire que c'est un objet qui est tout récent, qui est jeune. Et Pascal a parlé effectivement de ces disciplines aux Jeux Olympiques qui vont changer, des nouvelles, des anciennes, de celles qui ont disparu. C'est tout à fait normal parce que c'est un objet en construction. Donc comme c'est un objet en construction, ayez de l'indulgence avec cet objet et qui est bien loin de certaines activités humaines qui, quant à elles, ont été policées, qui ont été érodées et qui permettent justement d'être observées avec un peu plus de pondération. Et ensuite, une dernière chose, pour ne pas être trop long, il y a de l'émotion, c'est tout à fait normal. On le voit dans un stade quand on hurle, quand on crie. Jérôme Papin qui parle de Neymar et il critique mon club, le PSG, quelque part, mais c'est normal, c'est un supporter de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Mais là, on voit qu'on est dans l'émotion, mais essayez d'avoir de la raison de temps en temps, parce que nous sommes sur un fil tendu lorsqu'on parle de sport. Et moi, je suis très heureux, par exemple, du travail acharné qu'on a fait sur ce premier ouvrage qui est sorti et le deuxième qui va sortir, parce qu'on essaie d'apporter de la raison à l'émotion, on essaie d'apporter de la pédagogie, on essaie d'apporter de la connaissance, et c'est par la connaissance, justement, qu'on pourra avoir de la raison, sortir de l'émotion qui, elle, peut être destructrice. Merci beaucoup, Sylvain. Maintenant, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, des remarques à faire? Pascal, puis Madame derrière. Le micro arrive. Ah voilà, le micro arrive. Voilà. Pascal Miralles d'abord, et puis après Madame qui est derrière. Hier, notre ami Daniel Herrero, truculent Daniel Herrero, nous a beaucoup parlé des data et également de l'influence des machines, de ce qui nous attend. Est-ce que ça ne va pas transformer un petit peu le mot machine et puis évidemment dévoyer un peu les valeurs de l'olympisme et du sport en général? Les data, le pouvoir des data. Non mais c'est une évidence que ça va venir muter, motiver. Exactement comme à un moment, je vous rappelle qu'au début du siècle, le doping existait déjà puisqu'on buvait un verre de cognac quand on courait le marathon.
Non, mais c'est sérieux. Le premier dopé au JO a été pris pour prise d'alcool. Exactement. Donc, alors, je suis pas persuadé. Parce qu'il y en a eu un mort avant. Je suis pas persuadé qu'on était meilleur, mais voir un coup de cognac en faisant le marathon. Mais on le croyait. Et le Tour de France aussi. Et le Tour de France. Rappelle-toi. Le pot belge. Voilà. Et donc, ça veut dire, attention, il y a toujours eu quelque chose qu'on a voulu ajouter pour aller plus loin. La data n'est qu'un des éléments. La préparation des corps dans les pays de l'Est dans les années 50, 60, 70, rappelez-vous la RDA, petit pays en termes d'habitants, pas forcément une nation, immédiatement on se dit qu'elle va se classer première à l'échelle du monde dans certains sports, ça a été le cas. Elle a rivalisé avec des empires immenses comme l'Empire américain ou l'Empire russe. Pourquoi ? Parce que le sport était devenu presque une industrie mécanisée, scientifique, avec une identification des gamins à très bas âge et compagnie. On pourrait considérer aujourd'hui que la mécanique a choisi un pays que tu connais bien, la Jamaïque, dont on parlait l'autre jour. Les gens disent, mais pourquoi les Jamaïcains courent vite ? Alors, ils ne courent pas plus vite que les autres, les gars. C'est qu'à partir de l'âge de 4 ans, ils font toutes les après-midi de l'athlétisme. Donc les data vont devenir, oui, comme la médecine l'a été, comme la science l'a été, comme la préparation physique l'a été, comme en Chine on le voit aujourd'hui, l'identification de dizaines de millions de gamins. Aussi bien d'ailleurs pour jouer au ping-pong que pour jouer aux échecs, ou faire du plongeon. Tous ces éléments-là vont rentrer par définition, dans les mutations de demain, de comment vont se préparer les corps. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les sportifs dans 20 ans n'auront plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Gilles Butch, anthropologue, expliquait dans une conférence où peu de gens l'ont cru, c'est pas très grave, qu'en 2050, à la finale du 100 mètres, c'est que la première finale du 100 mètres où il y a eu 8 noirs, c'est les Jeux de 1968. D'accord ? Il l'a dit, il y aura 5 Asiatiques. Et dans notre inconscient collectif, parce que nous sommes restés dans cet inconscient collectif, on a des fois du mal à comprendre que le sport, c'est aussi du sociétal. C'est aussi avoir besoin de courir. C'est aussi de l'identification des corps. C'est aussi de la technologie qui va se mettre à ces services-là. Et vous verrez, si on est encore là, et j'en doute, en 2050, mes amis, mais si on y est, nous regarderons... moi aussi. Voilà, y être, normalement. Nous regarderons cette finale et on se dira, waouh. Rappelez-vous, au 110 mètres haies, personne n'aurait imaginé il y a quelques années qu'un Chinois puisse être en finale. Et voire potentiellement gagner. Ce que je veux dire, c'est que tout ça va nous arriver là. Et ce que je disais tout à l'heure sur les corps arrangés, parce que nous savons qu'aujourd'hui l'IA est déjà en train de travailler sur nos pensées, nos idées, mais demain les corps vont muter. Et les corps, vous aurez dans votre main votre time code de la course est de exactement, quand vous regarderez aux 400 mètres, vous le verrez dans votre main en train de briller dans moins de 5 ans. Tous les sportifs seront équipés de ça. Ça y est, c'est déjà fait. Le monde est déjà vers ça. Et donc les corps seront de toute façon influencés par ça. Les datas arriveront comme tout le reste. Vous verrez, un sportif de 2050 ne semblera en rien à un sportif de 2024. Quand je rigolais, quand tous les deux on pourra faire une épreuve olympique, oui, parce qu'en même temps les sports aussi vont changer par rapport à ça. C'est-à-dire que, et à chaque fois ça a changé. En fait, ça a plus changé peut-être là en 20 ou 30 ans, tu as raison de le dire, sur plein de sujets, parce qu'au début du siècle, il y a eu quand même des mutations un peu plus longues, mais en même temps, les sports rois de 1900 n'existent plus depuis très longtemps. Le tir à la corde, le saut en sac à patates, vous n'iriez pas le voir. C'est excellent. Le tir au canon. Les tirs au canon, la montgolfière. Vous vous rendez compte, c'était les sports rois en 1900. La pêche à la ligne. La pêche à la ligne. Ouais, tu vois qu'on aurait pu y aller. La pêche à la ligne, moi, on aurait été bon là. Tu vois. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de tradition, il n'y a pas de tradition. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on entend très souvent les sportifs, dont Daniel, nous parler de tradition, alors que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de tradition, puisque en fait, l'activité du sport est une activité très récente. Donc on est en train de, quelque part, de nous vendre une idée fausse, de nous vendre du marketing. C'est-à-dire qu'on nous vend un sport qui serait séculaire. Le sport, il est en mutation. C'est un objet qui est récent, qui est en mutation, et comme le dit Pascal, il va continuer à évoluer. Quand il parle des Sud-Africains qui, c'est vrai, pratiquent un rugby rustique, ça correspond à leur culture. Pourquoi les Jamaïcains courent vite ? Parce que c'est dans leur culture, et que depuis... dans leur... ils courent... C'est dans leur culture, parce que leur culture sportive, leur culture d'éducation, et ils seront moins bons dans d'autres sports. Et c'est tout à fait normal. Ensuite, je voudrais juste revenir sur une notion qui, moi, à chaque fois m'irrisse le poil. C'est quand on parle de valeurs. Les valeurs du sport n'existent pas. Soyons très clairs. C'est un fantasme. C'est-à-dire qu'on ne devient pas meilleur par le sport. Ce sont les valeurs de la vie qui existent. Un sportif n'a pas plus de valeur qu'un militaire, qu'une femme de ménage, qu'un historien, qu'un mécanicien ou quelqu'un qui se lève tôt. Et je suis en colère quand j'entends parler des valeurs du sport et des sportifs qui sont en train de s'ériger comme des super-héros, comme des gens qui seraient supérieurs et qui auraient grandi grâce au sport. Non, on grandit grâce à la vie,
Et ce sont les valeurs de la vie qui nous permettent d'être bons et d'être excellents et moralement et humainement d'être intéressants dans le sport. Il ne faut pas inverser la chose. Et je crois qu'il y a une inversion qui, moi, mérite le poil. Notons les valeurs de la vie et arrêtons avec les valeurs du sport qui sont juste pour moi une histoire de marketing. Jérôme Papin. Non, c'était juste pour préciser par rapport à ce que disait Silver. Il faisait référence à l'Afrique du Sud qui vient de remporter la dernière Coupe du Monde en éliminant la France en quart de finale. Je leur souhaite juste à cette équipe-là et à ces joueurs-là de ne pas être la même chose que l'équipe d'Afrique du Sud de 1995 qui a gagné la Coupe du Monde chez elle, où il y a encore eu cette semaine un mort. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait en 95. Mais il en reste plus beaucoup des mecs. Sauf qu'il y a un peu plus de contrôle antidopage aujourd'hui. Ils sont tous contrôlés avant et après. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que, et je te rejoins sur l'histoire des valeurs, je leur souhaite rien, hein, mais de 95, il n'en reste pas beaucoup, il y en a encore un qui est mort. Moi, j'ajouterais, d'ailleurs, par rapport à ce que disait Pascal, c'est qu'effectivement, les corps augmentés, on voit bien que la France vient de rejoindre les rangs de ceux qui essayent de lutter contre, désormais, le dopage génétique, c'est-à-dire la transformation génétique des corps. Donc, il y a eu quelques contrôles antidopage génétique à Tokyo, et là, il faut mesurer ce que ça représente, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'OPO, hein, c'est juste un kit que vous pouvez commander sur Internet où vous faites une piqûre dans la cuisse et c'est absolument invisible. Et si vous n'êtes pas pris dans la semaine qui suit, c'est incontrôlable. Et donc, c'est quand même incroyable hein, d'imaginer que on peut avoir demain des sportifs, ou maintenant d'ailleurs, ça existe, je pense, comme le disait Pascal déjà maintenant, des sportifs qui, effectivement, subissent ce type de manipulation. Et on le voit bien, certains, comme Djokovic cette semaine, refusent un contrôle antidopage avant un gros événement, alors que normalement, chaque sportif, on n'a même pas besoin de son consentement à partir du moment où il participe à un gros événement type Jeux Olympiques, Coupe du Monde, etc. Il doit se soumettre à ces contrôles. Et là, Sandrine, juste pour préciser, par rapport à Djokovic, là c'est encore, ce n'est pire, parce que c'est carrément toute l'équipe de Serbie. Ouais. Parce que ils sont en train de jouer feu Coupe Davis, et c'est l'équipe de Serbie, hein, dont Djokovic en est la tête. Mais c'est l'équipe. Mais il n'y a pas de monopole du dopage. Hein. C'est-à-dire que ce que tu souhaites pour l'Afrique du Sud, il faut le souhaiter aussi pour l'équipe de France, et d'ailleurs pour toutes les nationalités. Hein. Et en ce qui concerne la Coupe du Monde de rugby, ils sont contrôlés avant, après, c'est pas 95 où là on était encore dans du rugby à la papa. À cette époque-là, et heureusement ça a bien changé, depuis. L'augmentation du corps, elle fait partie tout simplement de la vie du sportif. Parce qu'il y a une chose qui est très importante quand on est dans un vestiaire, qu'on soit amateur ou professionnel, c'est-à-dire qu'on nous dit oui, le principal c'est de participer, mais on n'a qu'une envie, c'est d'écraser l'adversaire. De manière très claire, moi quand j'étais dans un vestiaire, quand je rentrais, je me disais j'espère qu'on va les battre, qu'on va leur marcher dessus, qu'on va les écraser. Après c'est la règle qui va permettre de le faire avec le respect d'autrui, avec le respect du jeu. Vous voyez aujourd'hui des joueurs de rugby qui sont mais d'une violence sur le terrain, quand dans les rugs, dans les malls, mais d'une violence. Et quand vous êtes dans le stade, vous entendez les impacts, le bruit de l'impact, c'est quelque chose mais qui est effrayant. Et même devant votre télé, vous entendez parfois le bruit de l'impact. Mais c'est la règle justement, c'est la loi qui permet de codifier tout ça. Donc oui, il faut conserver cela parce que ça fait partie, c'est le combat, le sport c'est un combat. C'est-à-dire qu'on a un adversaire, il faut le marcher dessus et en plus l'écraser quand on est dans un sport de contact. Mais il faut respecter la règle et la loi, et sans cela que le rugby est un sport très intéressant, c'est que dès que l'arbitre siffle, il y a un respect. Et dès qu'il y a un contact qui ne doit pas être comme il se doit, comme il le faut, vous voyez tout de suite le sportif, après avoir massacré son adversaire, qui se retourne en disant presque pardon. Et donc il faut continuer quelque part par là, parce que c'est quelque chose que je trouve qui est très intéressant et qu'il faut préserver. Mais il y a quand même une petite nuance, effectivement, par rapport... on connaît bien le rugby tous les deux parce qu'on aime beaucoup. Le rugby d'il y a 30 ans, les corps des sportifs ne sont pas du tout les mêmes. On a des gens qui sont alors déjà beaucoup plus, évidemment, poussés pour faire des séances, augmenter leur corps, avoir un corpus musculaire beaucoup plus élevé, etc. Mais on avait des gens qui ne seraient plus du tout sélectionnés aujourd'hui parce que trop petits, parce
que trop maigres, alors qu'aujourd'hui, enfin, quand vous voyez des lignes arrière qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes quasiment et qui font 100 kilos, il y a quand même des questions qui se posent et du coup des chocs qui deviennent absolument oui, mais c'est vrai hallucinants. parce que la sélection se fait au niveau monde. Avant, c'était quoi? C'était juste les gens du village qui se réunissaient et qui décidaient de jouer contre le village d'à côté ou la région d'à côté. Aujourd'hui, un club de haut niveau, il a le monde à sa disposition. Et on va chercher les meilleurs. Donc on va chercher ceux qui sont les plus grands, les plus forts, les plus costauds. Et en plus, on les prépare. C'est pas 3 fois par semaine, mais c'est 3 entraînements par jour. Et on va faire en sorte que... et d'ailleurs, c'est très marrant. Regardez un joueur de rugby, dès qu'il arrête, il perd de la masse musculaire. Et d'un seul coup, quand vous le voyez 1 mois, 2 mois après, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Il a perdu? Non, c'est tout simplement, il n'a plus l'entraînement de très haut niveau qu'il subissait. Et on va chercher les meilleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des joueurs qui font des choses exceptionnelles. Entre nous, regardons Mbappé. Mbappé n'est pas dopé. Parce qu'il subit des contrôles antidopage, mais alors, avant, après, le matin, le soir. Mais juste, vous voyez, quelqu'un d'exceptionnel. Et quand vous avez affaire à l'exceptionnel, à quelque chose qui sort du lot. Et on en a quelques-uns maintenant avec la télé, on peut le voir. On a eu Michael Jordan, maintenant on peut voir ce que Pelé faisait à l'époque. On a Mbappé, on a Wembayama, on a des sportifs qui sont dans l'extraordinaire. Ils sont très très peu, mais c'est justement le fait aujourd'hui que nous avons le monde à disposition qu'on peut réunir une équipe de 5, 6, 7, 8 ou 10 joueurs exceptionnels, alors qu'avant, c'était juste les gars du village qui se réunissaient. C'est pour ça qu'on avait des C'est aussi parce qu'ils sont très très peu que d'autres se dopent. Et on le voit bien avec les Russes notamment, où on a des contrôles antidopage, on en avait, mais avant, après, pendant, et même 10 ans après, et même 10 ans avant, etc. Et où finalement on se rend compte que les services secrets participaient à changer les urines, etc. Et donc ils étaient quand même dopés. Donc on est dans vraiment un mélange des deux. Et moi je terminerai juste sur l'idée, parce que j'ai fait le même sport que Sylvain Henry. C'est la taille qui fait ça. Et donc moi le sport la vie m'a appris beaucoup, mais le sport m'a appris beaucoup aussi. Je suis enseignante et je dois reconnaître qu'un sport d'équipe, et en l'occurrence c'était le basket, mais j'ai fait aussi du hand et du volley malgré la taille, m'a appris à mon métier d'aujourd'hui. Si je suis pas si mauvaise que ça, je pense, c'est aussi parce que j'ai un esprit coach, j'ai un esprit d'équipe, et quand je gère des classes, ça m'aide. Donc je crois c'est quelque chose qui n'est pas à sens unique en fait, c'est une espèce de porosité où la camaraderie, la fraternité, l'entraide. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, j'avais aussi envie de démolir les adversaires, mais voilà, je pense que ça permet aussi de relativiser certaines situations, accepter une défaite, savoir faire, et ça aide dans la vie aussi. Alors c'était une très très complète réponse à votre question, une réponse vraiment en profondeur. Alors je crois que madame voulait poser également une question. C'est moins une question mais un constat. Vous avez parlé en France de Goldzé qu'on n'avait pas de champion, on l'a un peu entendu hier. Vous avez parlé qu'il fallait du temps, de l'argent. Moi je suis maman de sportif, alors il a 16 ans donc c'est pas encore un professionnel, mais depuis qu'il est petit il fait son sport. C'est quoi comme sport? La danse sur glace. Ah, oui. Il faut trouver la structure adaptée parce que quand vous voulez faire un petit peu de compétition, on vous demande des horaires, c'est-à-dire que les patinoires, c'est pendant les heures de cours ou le matin très tôt. Donc il faut trouver des arrangements avec l'école. Des fois, c'est le professeur de sport qui veut pas, même si le proviseur veut. Il faut trouver l'établissement qui le permet. Alors à Lyon, on a Saint-Louis-Saint-Bruno jusqu'à la fin du collège qui est assez adapté à ce système-là. Mais il n'empêche que moi, mon fils, tous les matins, on habite à Bron, il était à 6h moins 10 à la patinoire à Charlemagne. C'est surhumain à un moment ce qu'on demande, que ce soit à la famille ou à l'enfant. Il a 16 ans, il y est toujours. Aujourd'hui, il va représenter la France au JO, donc très bien. C'est le couple sélectionné, donc très bien. Mais il n'empêche qu'en France, on n'a pas de structure adaptée, ou très peu. Je vous entends parler d'argent, de temps, etc. Mais il y a aussi le modèle. Et à un moment, moi, je me suis un peu intéressée à ça parce que mon fils est sportif. Quand on a dit les JO vont être en France, on va mieux reconnaître le sport, on va peut-être essayer de développer des scolarités un peu comme le modèle anglais-américain. Que dalle! Aujourd'hui, moi, je suis obligée de mettre mon fils en hors contrat pour qu'il ait des horaires aménagés. Donc oui, besoin d'argent, besoin de sponsors, le patin à glace, pas médiatisé. Mais... quid, en fait, moi je suis plus aussi, oui effectivement le sport évolue, les JO évoluent, les valeurs évoluent, mais si on veut pousser les gens à avoir le temps, le moyen de faire, qu'est-ce qu'on met en place pour aider la France
à permettre à ces jeunes de faire et leur passion et leurs études, parce qu'ils savent très bien que dans la vie, à un moment, une blessure, ça existe, qu'on ne pourra pas vivre de son sport. Moi, je vois Samuel, il veut absolument faire un métier derrière. Va se poser la question à la fin du bac, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que j'aurai le temps ? Est-ce que je pourrais continuer à faire des belles études pour avoir un métier derrière ? Ou est-ce que je vais faire que du sport et après, je ne veux pas être entraîneur de patin ? Donc, voilà. Alors déjà, vous pourrez poser la question à Nathalie Péchala à 18h, puisque mais... à mon avis, elle sera quand même très compétente pour vous répondre. Malheureusement, je ne suis pas là, c'est mais dommage. Alors là, oui, on a raté. Là, c'est vraiment Nathalie. dommage. Alors, ah oui. Mais on a suivi, on a lu son livre. Bon. Alors, Jérôme Papin voulait répondre. Mais en fait, madame, alors pour le coup, ça ne peut pas faire plus écho. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai 3 filles. J'ai celle du milieu qui joue au rugby, au Stade Français. Et elle est dans une école, hors contrat, qui s'appelle l'école Diagonale. Et c'est pour ça que j'allais vous dire, à Lyon, vous avez la chance, c'est que M. Naniche, qui a créé cette école, l'a développée. Il y en a une à Lyon, à Paris, à Bordeaux. Bon. Et effectivement, et ça revient au problème. Et tant qu'on ne voudra pas se l'avouer, la France n'est pas un pays de sport. La France, c'est pas un pays de sport. Ah oui, c'est ce que vous dites, hein, Jérôme. Vous dites que la France n'est pas un pays sportif. Mais la preuve là, existante, c'est-à-dire qu'il faut extraire, trouver des moyens, les ressources financières quand même, pour pouvoir mettre votre enfant. Moi, je vais vous dire, à titre personnel, ma fille a choisi le rugby. Honnêtement, j'en ai 3, hein, donc j'ai pas poussé, moi, j'ai rien fait. Mais c'est vrai que c'est mon sport de départ. Mais ma fille, depuis toute petite, elle avait tout. Elle est dyslexique, elle avait tous les problèmes orthophoniques, etc. Bon. Et ma femme me disait, quand elle va rentrer en 6e, le système va la briser. Parce que plus le temps, et ce que je peux comprendre, les enseignants, au bout d'un moment, il y a 30 et quelques élèves par classe. Et en fait, elle a découvert un peu par hasard le rugby. Elle était partie pour s'inscrire à l'AS d'escalade. Elle a découvert le rugby. Et là, révélation d'un seul coup, la dyslexie existe toujours, mais elle est capable de la surmonter. L'orthophoniste nous dit, mais c'est incroyable, elle a fait des progrès de dingue. Et puis, petit à petit, voilà, bon, elle joue, le Stade Français l'appelle, bon, bref. Et là, à ce moment-là, on se découvre, on se dit, mais comment on va faire ? Comment on va faire ? Parce qu'elle, elle veut jouer, elle veut pouvoir en profiter au maximum. Pas d'argent, hein, pour les femmes, donc le problème est réglé au niveau financier. Par contre, c'est le double projet. C'est-à-dire que c'est je m'instruis, je me construis, comme le disait Silver tout à l'heure, valeur de la vie / transmission dans le vestiaire, je m'épanouis, je me construis, je deviens une jeune femme de 17 ans qui est capable complètement d'assumer, alors qu'avant, elle en pleurait. Aujourd'hui, eh bien, elle assume ça entièrement. Et par contre, effectivement, madame, je vous rejoins entièrement, il a fallu que l'on fasse appel à un système. C'est très simple, le système, hein. Ils ont cours, globalement, on va dire, de 8h30 jusqu'à 13h15 avec 2 fois 5 minutes de pause. Pourquoi ? Mais là, pour le coup, c'est parce que le cerveau, il est dit, et nous tous, hein, il est disponible le matin, à 100%, quasiment. Et après, l'après-midi, c'est sport ou art. L'après-midi, il y a celui qui fait de la clarinette, celui qui fait de l'opéra, et puis il y a ceux ou celles qui font du sport. Mais pour ça, ce système-là, et pour en avoir discuté avec le fondateur, M. Naniche, oui, tous les différents ministres de l'Éducation nationale veulent le récupérer, veulent le voir, veulent essayer. Mais lui, il dit, mais attendez, mais moi, si je re-rentre dans votre système, je ne pourrais plus fonctionner. Parce que lui, son fonctionnement, c'est de pouvoir dire à ses professeurs, tu sais quoi ? Eh bien, ce week-end, il faut que tu me récupères Paul, Arthur et puis Sandrine, parce qu'ils étaient en tournoi de golf à travers le monde là, pendant un mois. On a fait un peu de visio, mais bon, eh bien, les profs, parce que c'est dur contrat, ils viennent le week-end, et là, ça va, et on récupère. Et le taux de réussite au bac, je crois qu'il est à quasiment 99%. Voilà. Mais c'est pour ça, madame, que le décalage a été incroyable incroyable quand le président de la République a considéré qu'il fallait... C'est beaucoup trop tard. On sait qu'aujourd'hui, une nation pour être, on va dire, au-dessus des attentes, très au-dessus des attentes. On sait que quand on organise les Jeux, il y a une forme de stimuli. Mais c'est 12 ans. C'est 12 ans. C'est 12 ans de politique. Et pour des pays qui n'est pas... La Chine, aujourd'hui, est un pays qui, depuis 25 ans maintenant, a choisi sur certains sports au départ d'être premium, parce que c'était plus facile, comme les Russes, je l'ai raconté tout à l'heure par rapport aux sportives. Maintenant, ils commencent à s'ouvrir sur de nouveaux sports, dans lesquels ils n'avaient pas forcément une tradition, pas forcément des équipements. Donc ils ont commencé par faire quoi ? Construire des équipements. Vous savez qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, vous et moi, là, on ouvre un musée tous les 2 jours en Chine. Bon, déjà, ça nous donne à peu près l'idée du pays.
ok, mais on ouvre 20 cours de tennis par semaine. Ce que je veux dire, c'est que dans notre tête, on n'imagine pas les Chinois jouer au tennis. Rassurez-vous, vous allez voir arriver, puis ça va se faire comme dans plein de golf, comme dans plein de pays, pardon. Et ce qu'il faut se mesurer, c'est que c'est toute une politique. C'est une politique, vous l'avez parfaitement dit, d'horaire, on vient de le dire, de moyens financiers. Donc, être une nation sportive, ce qu'il voulait dire par là, il a raison, c'est-à-dire que les infrastructures accompagnent les potentialités du pays. Et la Jamaïque est un super exemple. C'est-à-dire que quand on se pose la question pourquoi en athlétisme la Jamaïque est une des premières nations au monde, alors vous pouvez prendre une feuille de papier avec un paperboard et vous l'expliquer. Alors en 1972, ils déclarent ça, en 1976, ils font ça. On construit une piste d'athlétisme toujours à moins de 400-500 mètres d'un établissement scolaire, enfin, ou dans l'établissement scolaire. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez déjà été à UCLA? Vous arrivez au milieu de la fac. Qu'est-ce qu'il y a? 6 terrains de football américain. Dans la fac. Hein. Pas à l'extérieur, dans la fac. 12 terrains de foot, machin, je ne vais pas passer les détails. Vous avez l'impression que vous êtes dans un complexe de sport. Pas du tout, c'est l'université. Et c'est là où vous voyez la différence qu'il fait. Tu sais, le sport universitaire, ce que ça signifie. Les bourses qui sont données aux États-Unis, c'est pas que de l'équipement. Vous avez les bourses aussi pour les études. Le temps est adapté par rapport à eux. Donc, oui, une nation sportive, avec le côté positif-négatif. Hein, on pourrait faire parce que le sport n'est pas non plus que dans ses vertus démocratiques. Les Allemands, par exemple, et les nazis avaient une vision du corps qui s'accompagnait du corps sportif, qui était aussi une vision idéologique. Et les moyens qui ont été donnés dans l'Allemagne à partir de 1933 sont relativement liés à une vision aussi d'un corps qui devait être parfait. Donc tout ça doit se mesurer, mais quand l'État s'y met, ben, l'État produit des nations sportives. Si vous n'avez pas l'État, c'est rare que seulement le business, il peut le faire sur quelques sports très médiatisés. Le football n'a besoin de personne pour le faire. D'ailleurs, la FIFA n'a pas besoin du CIO pour exister. Et d'ailleurs, ce n'est pas souvent les mêmes joueurs. Mais dès que vous êtes un sport, on va dire, moins médiatique, vous mettez à part le tennis, vous mettez à part le football, qui ont leur propre économie et échelle, ou le golf, après, ou la Formule 1, qui n'existe plus, mais dont tout le monde a oublié que, je vous rappelle, à Paris 1900, il y a des courses de voitures, il y a même des courses de bus. Non, mais parce que c'est un sport. Aujourd'hui, si on se pose la question pourquoi la F1 ou pourquoi les sports automobiles ou motos ne sont pas au JO, excusez-moi, c'est un paradoxe absolu. C'est un vrai sport. Pour ceux qui regardent des courses de moto, des courses automobiles, bah oui, c'est un sport comme un autre. C'est des qu'affaires de business, hein, s'ils n'y sont pas. Vous voyez que même là, la morale nous questionne. C'est pas qu'affaire de business, il y a aussi, on investit dans des sports où on peut être sûr de gagner des médailles. Oui. Confère, le breaking, etc. Donc on change aussi à chaque fois dans les éditions, de chaque édition des Jeux Olympiques, il y a des sports qui disparaissent et des sports qui apparaissent, comme taekwondo, judo, etc., qui sont liés à la potentialité pour un pays de gagner des médailles. Et ça, c'est assez fondamental. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier du tout. Sylvain Henri Cissé. Il n'y a pas de bon système. Tu parles des États-Unis. Moi, j'ai un ami qui est prof à Yukon, Université des Collèges. Il me parle effectivement, il y a les bourses, mais aux États-Unis, c'est très simple. Hein. Si on ne rentre pas dans le système de l'équipe de haut niveau, il n'y a plus de sport. Il n'y a plus de sport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la pratique du sport plaisir. Et en Chine, effectivement, ils construisent des terrains, ils vont certainement avoir des joueurs de tennis, mais là, pour le coup, il n'y a pas de démocratie. On prend 5000 jeunes, 10 000 jeunes, 1 million de jeunes, on les met au tennis, on ne leur demande pas leur avis, et il faut qu'on sorte à un champion. Et souvenez-vous, à Pékin, il y a cette escrimeuse qui est devenue championne olympique et qui a déposé son épée, son fleuret, je ne sais plus quelle arme, à la fin de la compétition, une fois qu'elle a la médaille d'or, en disant... J'ai tellement souffert, j'en peux plus, j'ai pas choisi, on me l'a imposé. Donc il n'y a pas de bon système. C'est-à-dire que là, on parle de quoi? On est sur un fil tendu en France. On a le choix entre avoir des médailles ou avoir une population en bonne santé. Parce que le sport, ce n'est pas que gagner des médailles, ce n'est pas que le sport de haut niveau, c'est la pratique aussi pour la santé de la population, et c'est pour le plaisir. Quand je parlais de plaisir tout à l'heure, c'est juste le plaisir de courir, moi demain, je vais retourner dans ma petite salle et je vais avoir le plaisir de souffrir, et à partir de la 25e minute, il y a les endorphines qui vont monter après avoir souffert, et là je serai heureux. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi qui est important. Donc il n'y a pas de bon système. Est-ce qu'on doit faire le choix comme les Anglais en 2012, c'est-à-dire on va privilégier quelques disciplines et on va mettre le paquet pour avoir des médailles, ou on est dans un système un peu plus égalitaire comme le nôtre, en disant on verra bien, comme on dit en musique, rendez-vous au tas de sable et on prendra les médailles qui arriveront. C'est un débat en tout cas qui n'est pas prêt de se terminer, mais qui est proposé.
Moi, j'ajouterais juste encore une fois, excusez-moi, j'ajoute beaucoup. C'est bien, c'est bien. Je rejoins totalement Sylvain Henry quand il dit qu'il n'y a pas de bon système. Je rappelle ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est que dans l'après-guerre, lorsque l'URSS décide de rejoindre les Jeux Olympiques, on est dans l'idée que le sport est du soft power. On doit montrer sa puissance via le cinéma, via les universités, mais également par le sport. Et donc, les soviétiques financent, alors qu'on est encore dans la règle de l'amateurisme, financent en fonctionnalisant leurs sportifs, les sportifs de haut niveau qui peuvent s'entraîner, etc. Et puis, eux, ils investissent, comme l'a dit Pascal, dans des sports très féminins où on sait que les autres n'ont pas de femmes, donc ça permet de gagner des médailles, et dans des sports aussi très marginaux à l'époque, et peut-être encore maintenant, haltérophilie, gymnastique, etc., etc. Et à l'inverse, les Américains qui perdent au tableau des médailles, ce qui leur était rarement arrivé depuis la rénovation des Jeux Olympiques, se disent mais c'est pas possible, donc il y a un scandale, nous comment on va faire? Et c'est de cette manière-là qu'ils investissent dans le sport universitaire pour avoir de la détection et contourner cette fameuse règle de l'amateurisme. Et je pense que c'est là où, c'est crucial de prendre conscience que dans ces deux pays, c'est là où se mettent en place ces deux systèmes de détection et de pousser les sportifs au haut niveau jusqu'à, pour Pascal l'a dit tout à l'heure, la RDA où on prend des femmes et on leur donne, qui sont tellement dopées que ces fameuses nageuses de l'Est, on les identifie clairement. Et donc, je rejoins tout à fait Sylvain Henry, c'est-à-dire que oui, c'est compliqué. Comment faire pour faire l'élément intermédiaire entre moi aussi j'adore sauter sur mon vélo ou aller dans la piscine pour faire du sport plaisir et puis à la fois gagner des médailles et essayer d'encourager des sportifs de haut niveau. Alors oui, Pascal le disait, il y a ceux qui ont des sponsors. Je pense, il n'y a pas que ceux qui ont des sponsors, il y a aussi ceux qui rejoignent l'INSEP ou le bataillon de Joinville qui travaillent notamment dans l'armée, etc. pour pouvoir faire pratiquer leur sport. En disant bataillon de Joinville, là tu dévoiles ton âge. Hein. Alors il y a une dernière question, je crois, d'un monsieur. Monsieur, vous avez la parole, allez-y, je vous en prie. Merci. Déjà, je voulais féliciter les intervenants pour le niveau du débat, parce que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, puis les organisateurs également. Alors c'est très tourné sur finalement un peu sur le passé quand même. Et moi j'ai une question d'actualité sur l'avenir. On a appris récemment que la France allait être candidate pour des nouveaux Jeux Olympiques en 2030. Ça nous concerne très directement parce qu'en plus ce serait dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 2030, il me semble. Alors moi à titre personnel, je suis très partagé parce que je rêve de voir des Jeux Olympiques d'hiver près d'ici. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est encore raisonnable d'envisager ce genre de projet? Est-ce qu'on saura, nous, la France, le faire pour le rendre acceptable? Et est-ce que les Français vont le juger acceptable? Donc j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Il y a deux choses, et après je parle à Sylvain, deux choses qui sont très intéressantes à voir. Toutes les villes qui étaient candidates à 2024, à part donc Los Angeles et Paris, qui ont fait des référendums. Tous ces référendums ont été perdus par les municipalités. L'opinion a dit majoritairement non. Le CEO a beaucoup regardé ces chiffres et c'est pour ça qu'il a décidé de faire cette double attribution 2024. C'est pas la première fois puisque ça a été le cas en 1920-1924. Hein. Paris a récupéré les gens en même temps qu'Anvers s'est récupéré. C'est la deuxième fois que ça arrivait. Là, c'était la guerre qui expliquait qu'il y avait peu de moyens pour organiser des jeux. Là, c'est autre chose. On a partagé 24-28, puis il n'y avait plus que 2 candidats. 32, par exemple, pour les Jeux d'été, il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus de dossier déposé. Il n'y a plus de référendum. On a donné tout de suite les gens en disant « Ok, c'est réglé ». Donc on est déjà rentré dans un temps, si vous préférez, où la candidature devient être, pour un maire, monsieur le maire, impossible à tenir. Vous ne pouvez plus tenir, et vous voyez ce qui se passe actuellement avec Anne Hidalgo, les déclarations à Paris. Vous allez voir que ça va être de plus en plus chaud. Pourquoi? Parce que les opinions publiques, comme vous, doutent, se questionnent, s'interrogent sur ces grands shows, et qui ne peuvent pas diminuer, parce qu'on voit bien... Le prix des places est terrible pour les gens qui habitent sur place. Le prix des places, le coût sur les infrastructures... T'es en embouteillage comme moi dans Paris en permanence, si tu veux circuler. La difficulté des travaux, des investissements qu'il faut faire, dont on se pose la question de leur pérennité après ou pas. Positif ou négatif, c'est pas la question, c'est que les opinions doutent. Elles doutent aussi du modèle. Faire venir des gens qui prennent l'avion, 10 000, 20 000 personnes, donc avec les délégations,
quel impact ça a. Toutes ces questions-là, pour un élu, en gros, aujourd'hui, vous faites les Jeux Olympiques dans votre ville, vous n'êtes pas réélu. Donc, que vont faire les maires demain? Ils vont plus faire venir les Jeux Olympiques dans leur ville. Vous avez vu la prochaine compétition va se dérouler de la FIFA sur 3 continents. Ce qui est une aberration, bien sûr. Mais ça évite que chaque pays puisse dire qu'il porte tout seul le poids de l'organisation de la chose. Vous avez 3 matchs, ou 4, je ne sais plus, en Amérique du Sud. Tu as le Maroc et le continent européen. Donc 3 continents concernés. Certes, on nous fait le coup, c'est 100 ans après les premiers Jeux, mais en même temps, c'est surtout une manière de répartir. Et ça aussi, une des mutations certainement en 2050 des Jeux, ils ne seront plus organisés par un pays et une ville. Hein. Vous aurez 20 villes, certainement. Pourquoi? Parce que les opinions, comme venez de le dire, n'y croient plus. Où il y a tellement d'enjeux qui se mettent derrière en termes de questionnement, que face à un élu qui doit prendre un moment... Enfin, l'élu, ça peut être un président de la République, associé à des députés, associé à un maire. Si vous demandez à votre maire si vous organisez à Bron les Jeux Olympiques, je pense qu'il vous dirait non, je pense que mes finances publiques n'ont pas les moyens de supporter 50 ans d'endettement. Oh, si. Il serait en tout cas... Moi, j'ai discuté avec un maire d'une ville française qui a failli récupérer une épreuve. C'était au moment où il y avait le débat sur le surf. Vous savez, on ne savait pas encore si c'était Locarno, si c'était Osgore avec Cap-Breton, ou si c'était Tahiti et la Polynésie. Et le débat qu'il avait, quand il a commencé à... Bien sûr, quand vous interrogez les gens tout de suite, ils vous disent « Ah, génial, les Jeux chez nous !» Puis, deuxième jour où les gens moulinaient un peu, ils commencent à aller voir Monsieur le maire. « Monsieur le maire, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» Parce que Monsieur le maire, et à un moment... Aujourd'hui, maintenant que ça se démocratise... Avant, personne ne faisait des référendums dans les villes quand elles étaient candidates. Pardon, mais dans les années 60, 70, 80, personne n'a demandé à Montréal, à la population de Montréal, s'ils voulaient faire les Jeux. C'est plus possible, ça, maintenant. Vous voyez, tous ces processus démocratiques, logiques, théoriques, d'impôts locaux, de réflexion, d'impact, ça induit que l'opinion dit non, pour des tas de raisons. Et c'est pour ça que Laurent Wauquiez a anticipé en disant que il n'utiliserait que les infrastructures qui existent et qu'il n'y aura pas de construction d'infrastructures. Donc c'est intéressant parce que là, le politique est en train d'anticiper justement l'opinion qui pourrait se révéler contre cette candidature. Et c'est intéressant et ça rejoint ce que dit Pascal. Je crois que le prochain scandale, ce ne sera pas la Coupe du Monde qui se déroulera au Maroc, Portugal et Espagne, c'est tout simplement la prochaine aux États-Unis, parce que ce sera sur 3 pays. Mexique, ce sera 3 pays. Mexique, États-Unis et Canada. Mais je rejoins complètement Pascal, c'est-à-dire que là, il faut qu'ils repensent complètement le CIO et même les grandes organisations doivent repenser complètement les compétitions. Et ces compétitions doivent être éclatées sur plusieurs pays, sur plusieurs villes, pour que financièrement, on puisse y arriver. Et surtout, quand on pense, je reviens aux Jeux Olympiques d'hiver, quid du réchauffement climatique et est-ce qu'ils pourront se tenir? Quand vous voyez la Coupe du Monde de ski ces dernières semaines, ce à quoi ils étaient confrontés et ils ont dû même annuler une épreuve, qu'en sera-t-il dans 4 ou 8 ans? Il faut la faire au Qatar, comme ils ont des pistes artificielles. Et je pense qu'il y a les enjeux, au-delà des enjeux financiers, il y a les enjeux environnementaux. On voit bien pour la Coupe du Monde de ski comment, en fait, la piste, c'est pas la piste naturelle. Comment on y met des grues et des camions pour fabriquer une piste de ski qui soit conforme aux volontés et au spectaculaire. Donc c'est quand même énorme quand on voit attaquer la montagne comme ça. On n'a pas forcément envie de voir ce territoire se dégrader de ce point de vue-là. Au-delà du fait qu'il n'y aura plus de neige, là, on est quand même dans... Je l'ai vécu à Sochi. Sochi, je me souviens très bien. On était donc au niveau de la station balnéaire. Hein. Il faisait 18 degrés, on était en t-shirt et on montait en petit train jusqu'à la station, donc jusqu'au terrain des épreuves, où il n'y avait que de la neige artificielle. Et c'était même surprenant de voir donc les pistes de ski, de neige, qui étaient entourées par de la boue. Et donc, on marchait dans de la boue. C'était un truc, mais c'était un spectacle surréel. Et je ne parle même pas du village que Poutine avait construit, c'est-à-dire qu'on avait traversé un village. Et vraiment, je regarde et je vois qu'en fait, toutes les fenêtres étaient fermées. C'était un village factice, comme dans le Fantôme. Comme à l'époque du Tsar. Voilà, c'était impressionnant. Donc, il a dépensé 37 milliards. 37 milliards pour quelque chose qui était surréel. Mais c'était alors, Jérémy Bréau, vous vouliez réagir? Oui, déjà, merci à toutes et à tous. Je pense qu'effectivement, on a assisté à une conférence passionnante. Alors, j'ai pas une question, mais si je les pose, je pense que demain, on y sera encore. On y sera encore. On est tranquille, hein. Juste pour compléter pour les JO, effectivement, c'est une candidature qui est moderne, puisqu'en fait, c'est une candidature qui est portée, et ça rejoint ce que disait M. Blanchard, c'est une candidature aux Jeux Olympiques de 2030 qui est portée à la fois par la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi par la région Sud. Voilà, donc c'est plus une ville
qui la porte, c'est Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez, et puis la région sud avec Renaud Muselier. Comme vous l'avez dit, Silver, ça va utiliser, si on est retenu, je crois la prochaine étape c'est le 29 novembre, on est en concurrence avec la Suisse et la Suède. L'ensemble des infrastructures sont déjà quasiment toutes construites. On va reprendre celles ou ceux de... Vous me faites peur en disant quasiment. Quasiment celle d'Albertville, et puis également aussi depuis 92 on a en France accueilli bon nombre d'événements sportifs internationaux comme dernièrement les championnats du monde à Courchevel, à Miribel au mois de février-mars. Et puis également aussi en France, on a, par rapport à la Suisse et à Scandinavie, on a déjà aussi des infrastructures routières qui sont déjà là. Donc en fait, oui, il va y avoir un impact environnemental, ça c'est certain, mais nettement moins que Sochi ou d'autres par le passé. Vous n'allez pas faire un village factice. Non. Et puis également aussi, les JO, c'est aussi des répercussions en termes d'emploi, en termes de formation, en termes aussi d'événements et de liesses populaires. À nous aussi d'être suffisamment novateurs et imaginatifs pour faire en sorte que ce soit des JO, effectivement, de 2030 qui n'auront rien à voir avec les JO qu'on a pu connaître dans les années 90, 80, etc. Voilà, en tout cas... Ah oui, si. Alors... Le problème, si on organise des JO, je suis pas sûr que le maire sera élu. Si le maire de Bron si le maire de Bron crée une patinoire, je suis pas sûr non plus qu'il sera réélu. En tout cas, on est une ville de sport, Bron. En tout cas, on est très heureux de cette thématique. Je l'ai dit hier, on a trois belles chances de médaille aux JO de Paris. Caroline Garcia, le tennis, qui habite ici. On a Aurélien Giraud, le champion du monde de skate. Et puis Gilles Biron, on relaie normalement 4 fois 400 mètres. Et on aura, je ne l'ai pas dit hier, mais on aura une belle chance de médaille pour les JO d'hiver suivants. Si. Les Jeux de la jeunesse ont lieu en janvier en Corée du Sud. D'accord. Oui. Les enfants ont une chance de médaille. Bon. Dites donc. Et juste pour terminer, Madame le maire, on a également aussi gagné la Coupe d'Europe de pétanque à Bron. Et je vous rassure, il y a des contrôles dopage, il y a des contrôles d'alcoolémie à la pétanque à haut niveau. Et je vous assure, j'ai découvert ça parce que je les ai accompagnés à à Angoulême là, il y a 2 Pascal semaines. n'a donc aucune chance de médaille. Voilà. Et si vous êtes Il sera convaincu de dopage. et si vous êtes à plus de 0,5, vous êtes éliminé. Voilà. Ça, c'est une très bonne anecdote à Chemin. Voilà. Et c'est vrai, j'ai halluciné ce que je pensais, et j'ai découvert un sport, je pensais que c'était amateur, et en fait non, c'est extrêmement Vous professionnel. savez qu'on est dopé même pour le tir à l'arc, par exemple. Et moi qui m'étonnais, j'ai un beau-frère armurier qui m'expliquait pour le tir à la carabine, le tir au pistolet, le tir à l'arc, que on peut avoir des produits dopants qui permettent effectivement d'avoir une vision rapprochée de la cible. Donc il y a quand même des systèmes assez hallucinants pour tous ces produits. Et juste l'anecdote, et je finirai là-dessus, en fait, le contrôle d'alcoolémie à la pétanque qu'on m'a raconté, ça a été mis essentiellement suite aux nombreux débordements qui ont lieu chaque année à la Marseillaise. Au stade, voilà, au parc, voilà, et où en fait les meilleurs joueurs venaient plus puisque ça se battait, enfin ça se finissait souvent mal. Ouais. Merci beaucoup. Juste pour Jérôme compléter Papin. par rapport à ce que disait Monsieur le maire et puis la question de Monsieur, juste dire que la Suisse en 2030 a décidé en fait son acte de candidature est un acte de candidature avec la signification de décentralisation. C'est-à-dire que eux, ils ont pris en avance, ce sont les premiers en fait à dire au CIO, nous de toute manière si on y va, ce sera la Suisse, et on va décentraliser, c'est-à-dire qu'on va faire ruisseler sur l'ensemble de notre territoire l'intégralité des événements sportifs en fonction des besoins que l'on a, etc. Et je pense que ça peut être, je ne dis pas que je ne veux pas gagne, quoique si vous me demandez le fond de ma pensée, je peux vous le dire. Moi, j'en veux pas des jeux, personnellement, même si je sais qu'à Albertville, ça a permis de décentraliser et d'ouvrir à nous tous le fait de pouvoir accéder aux stations de sport d'hiver de manière beaucoup plus délicate et beaucoup plus facile. Mais je trouve que l'approche des Suisses, c'est l'approche de demain. C'est un pays qui porte et qui décentralise, c'est leur thème, hein, leur titre c'est ça, hein, des Jeux Olympiques décentralisés. Madame, vous vouliez dire un mot ? Oui, merci. Moi, je vous en prie. reviens un petit peu à ce que vous avez fait sur l'historique un petit peu des Jeux Olympiques. Moi, la question que je me pose avec tout ce que vous venez de raconter, et maintenant j'en suis de plus en plus persuadée, donc je rejoins certains critères que vous avez annoncés,
c'est qu'en fait, les fédérations sportives n'existaient pas sur les compétitions internationales quand les Jeux olympiques ont été créés. Et maintenant, toutes les fédérations sportives se sont structurées, sont capables d'organiser des championnats du monde, des championnats d'Europe, etc. Alors, est-ce que le CIO a encore, peut exister comme ça, sauf s'il revient vraiment aux valeurs amateurisme du départ? Le CIO n'existe que pour une seule chose, madame. Ce sera la dernière question. Une chose qui est fondamentale qu'il faut comprendre. L'argent, aujourd'hui. Donc sa faiblesse et son point fort. Tant que le CIO trouvera dans l'organisation des Jeux Olympiques une manne qui aujourd'hui n'est plus du tout, vous avez vu que les tickets représentent officiellement un tiers, en réalité beaucoup moins. Hein, ça, c'est fait pour expliquer aux gens que, même s'ils sont chers amis, tout le monde se fout du prix des tickets en réalité. Hein. Le CIO, c'est les marques qui lui permettent du temps que ce système pourra fonctionner. La question que vous venez de poser ne se posera jamais, puisque l'édifice fonctionnera. Et il y aura toujours une dictature et une ville. Dans le monde arabe, par exemple, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont déjà en train de se battre pour 2032. Vous inquiétez pas, on pourra largement trouver des pays. Les sponsors, comme ils sont mondialisés aujourd'hui, ils veulent aller dans ces pays. S'il faut aller 10 fois en Chine, on ira 10 fois en Chine. Vous voyez, donc le modèle, il pourrait durer sur ce modèle-là du CIO. En même temps, c'est son point faible. Qu'est-ce qui s'est passé récemment sur certains événements? Vous avez vu des marques qui se sont retirées. Des sponsors qui considèrent à un moment que pour tel ou tel événement, c'est pas positif. Ou pour leur image, c'est négatif. Ou d'aller dans une dictature, ça pose question à l'image de la marque. Donc ce qui va se passer, c'est ce qui est la force du CIO, va vraiment devenir sa faiblesse. Vous savez, ça ne tient pas beaucoup. Si vous regardez ce qu'on appelle en gros les gros sponsors du CIO, et puis après les sponsors du COJO, en gros, on l'a vu en France que ça a compté, on voit bien qu'il commence à y avoir des débats. Donc leur point fort, qui est l'argent, qui est le business direct des marques, du jour au lendemain, ça peut s'effondrer. Parce qu'à un moment, il sera devenu amoral, anormal, on perdra plus auprès des clients et des consommateurs en étant associé à un mouvement pour X et Y raison. La démocratie, l'éco-responsabilité ou autre chose, hein. Le dopage, qui fera que c'est la faiblesse du système. Donc aujourd'hui, poids des fédérations, la FIFA est un cas à part parce qu'elle a créé son contre-pouvoir par rapport au football, mais ça date des années 30, si vous préférez. Ce duel, il a lieu depuis presque un siècle entre le football et le CIO. Le CIO, dans son modèle actuel, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est le pognon. Moi, je pense que ça va tenir encore un peu. Vigarello, qui a fait la conclusion de notre livre, dit que ça peut tenir encore une dizaine d'années. Parce qu'il y a encore matière à des pays et des continents qui n'ont pas eu les Jeux. Donc il y a encore une demande, si vous préférez, d'un côté, et ces continents correspondent aussi à ce qu'ont besoin de faire les marques de s'ouvrir. Mais si vous regardez bien les nouvelles marques qui arrivent, ce sont les marques chinoises notamment, qui sont en train de financer le CIO. Parce que c'est une manière aussi de se mondialiser, d'assurer une notoriété monde. Mais là aussi, le débat va se poser très rapidement. Vous savez, il suffit d'un essoufflement économique, par exemple, pour que le modèle du CIO s'effondre immédiatement. Tokyo était un très très bon modèle. Jusqu'où ils ont dû aller pour quand même maintenir les Jeux, alors sachant qu'ils allaient coûter mais une fortune à cause du décalage et de l'absence de public. Je vous rappelle que vous avez vu des Jeux, personne dans les gradins. Toutes ces questions, elles sont dans le système même. Ce qu'a produit le CIO de Samaranch, pour faire à peu près simple, les amis, en gros, nés à partir de 92, le pognon et le pognon. Ça n'empêche pas que les gens adorent faire du sport et qu'on adore regarder des athlètes. Hein. Mais le mécanisme dont vous parlez, le CIO en tant que tel, a la force de sa fragilité. Je crois qu'il est important, Sylvain, de définir en quelques mots ce qu'est le CIO. Le Comité international olympique est un organisateur de spectacles privés. Il ne faut pas se tromper. Il y a les fédérations sportives qui ont organisé les championnats du monde, qui ont organisé les compétitions. Mais le CIO, comme la FIFA, sont des organisateurs de spectacles privés. Ils imposent leur barnum à un moment, lors d'une Coupe du Monde, lors des Jeux Olympiques, avec le prix des places, avec l'organisation, avec tout ce qui s'ensuit. Mais il ne faut pas se tromper. Quand vous parlez d'amateurisme, ce n'est pas l'amateurisme qui est en question. Ça appartient aux fédérations. Ça appartient aux détenteurs du sport. Mais le CIO en lui-même organise des spectacles privés. Et ensuite, il y a des territoires, comme le dit Pascal. Et moi, je suis très fier et très heureux parce que les premiers Jeux Olympiques de la jeunesse, les premiers Jeux Olympiques auront lieu en Afrique, seront les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar. L'Afrique est un territoire. Ce sera compliqué pour l'Afrique d'organiser les Olympiques. Mais il y a le Proche et le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Arabie Saoudite s'aligne et commence à réfléchir à une candidature. Et ensuite, il y a une grande partie de l'Asie aussi. C'est-à-dire que le comité olympique réfléchit à se diversifier, et le mot est très souvent employé en termes de marketing, c'est-à-dire diversifier les revenus, diversifier l'implantation, et ils sont en train de chercher les territoires, et aussi
une forme d'exploitation. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés, 10 ans, 20 ans, mais ils vont être obligés de passer à un autre mode d'exploitation. La ville, c'est terminé. Ce sera partagé. Ce seront peut-être des jeux qui seront éclatés. Ce sont des jeux qui seront certainement, alors j'allais dire télévisés, non pas parce que c'est l'Internet qui va prendre, mais qui seront certainement à distance. Quelle est la forme? On ne la connaît pas encore, mais ils sont obligés en fait d'entamer une révolution. Donc n'oubliez pas cette notion d'organisation de spectacles privés pour comprendre ce qu'est le CIO, ce qu'est la machine olympique, en sachant que dans la mécanique des Jeux olympiques, il y a deux choses. Il y a le COJO qui organise les compétitions, et ensuite il y a toujours une organisation qui s'occupe des infrastructures. En ce moment, c'est la Solidéo pour Paris 2024. Donc c'est pour ça que le COJO gagne toujours de l'argent. Sur toutes les compétitions, le COJO a toujours gagné de l'argent. Mais c'est toujours l'infrastructure qui s'occupe des événements qui, elle, est déficitaire. Et quand on fait la balance des deux, sur l'ensemble des jeux, c'est déficitaire. Eh bien, mes chers amis, je vous remercie beaucoup. Nous avons pratiqué le même sport. Elle était meilleure que moi. Elle était meilleure que moi. Tu n'avais pas dit ça. Donc on vous retrouve avec plaisir chez nos amis libraires, juste en sortant.